commencer, je refais mon intro. Ok, mais bienvenue sur le live du coup. Merci à tous d'être venus. Donc là, l'objectif, pour vous dire un petit peu, on va en avoir plusieurs. Donc on est parti sur une bonne heure, voire heure et demie, où le but c'est de parler un petit peu de tout le marché pour les coachs sportifs, les thérapeutes et les infopreneurs. Vous allez voir que tout le monde est touché. Donc il y a eu énormément de changements entre 2025 et 2026, entre toute la mise à jour Andromeda. Vous avez vu les coups publicitaires qui faisaient des trucs un petit peu bizarres. Ils avaient annoncé qu'il y aurait plus de stabilité. Au final, c'est tout l'inverse. Il faut sortir 15 000 créatives en plus. Peut-être que vous l'avez vu aussi en termes de qualité des leads. Elle est descendue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer? C'est comme s'il y avait l'Advantage Plus d'avant, en fait, qui s'activait automatiquement. Donc, c'est assez insupportable. C'est assez insupportable. Et donc, justement, on va voir tout ça dans l'exposé, on va dire. Et également, on va parler de géopolitique, puisque, enfin, géopolitique par rapport au business, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe, en tout cas, c'est pas le but du live, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça va faire comme impact directement sur le marché, parce qu'il y en a un qui est énorme. Après, du coup, les stratégies applicables, etc. On va parler du marché saturé, comment se démarquer encore, du coup, dans le domaine du coaching sportif, notamment. Alors, pour les thérapeutes, vous êtes tranquille, et pour les coachs en présentiel, vous êtes tranquille. Mais pour les coachs en ligne, bon bah déjà maintenant quand on va chercher des ROI de 3 4, on est content. Donc forcément, c'est pas la même chose qu'avant où avec un tout petit système, une follower ads, on allait chercher, je sais même pas c'était quoi des ROI de 12 13 etc. alors qu'on était nul en closing au début. Donc clairement, il y a eu un gros changement sur le marché. Également, comment apporter de la confiance, parce que vous allez voir, c'est ce qui manque beaucoup. Donc, au niveau de l'organique sur Insta, sur YouTube, on va voir comment faire des retargeting ads, les prises de rendez-vous, comment est-ce qu'on peut changer les choses par rapport à avant, l'éducation avant l'appel qui est ultra importante aussi maintenant, ce qui était moins le cas avant, vu qu'il y avait moins de coachs sur le marché, c'est pareil, les gens se renseignaient d'eux-mêmes. Ensuite, le closing et le pricing, qu'est-ce qui change? Et au niveau de la délivrabilité aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des clients plus satisfaits et qui restent sur le long terme? Puisque vu que c'est plus cher d'en avoir, vaut mieux qu'ils payent longtemps. Ensuite, au niveau du media buying, on va parler de pixels un petit peu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bon courage. Là, ça sera la partie un petit peu plus technique. Je vais essayer de vous dire grosso modo dans les grosses lignes comment est-ce que ça marche. Enfin, dans les grandes lignes, mais il y aura un petit peu plus de parties techniques. Ma vision du marché. Ensuite, j'ai mis ciao les 90% du marché. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs qui vont se ramasser. C'est déjà le cas. Il y en a beaucoup qui se lancent. Même les vendeurs de formation vendent moins de formations parce que les gens se rendent bien compte que c'est pas aussi simple qu'avant. Et puis ensuite, évidemment, les bonus, du coup, l'alternative à Stripe que je vous disais, donc qui va arriver juste après. Alors je vérifie, ok, on a encore une nouvelle personne qui est arrivée dans le live, nickel, je l'accepte et on est parti. Donc pour vous dire un petit peu le contexte, actuellement, il y a eu plusieurs changements. On va commencer par la partie géopolitique. Donc pour la partie géopolitique, je pense que je vous explique pas trop la situation, enfin je vous donne pas de nouvelles informations, mais il y a le Golfe qui s'est fait attaquer. Pour moi, c'est ce qui a fait un énorme changement. On l'a vu, il y a eu d'autres conflits à d'autres moments, etc. Mais depuis le Golfe, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont peur. Avant, ils étaient en mode, ça va, c'est loin, etc. Et ça se tape dessus, mais c'est OK. Mais là, du coup, il y a Dubaï qui se fait attaquer. Il y a des choses comme ça, on va dire, des endroits qui étaient considérés comme safe qui se font attaquer. Et donc forcément, je pense que la confiance du marché en a pris un gros coup. La France, elle est impliquée dans le conflit. Il y a l'Europe qui demande encore plus de rajouter des taxes, etc. pour financer la guerre. Bref, c'est un énorme bordel. Et grosso modo, ce que ça a fait, c'est que ça se répercute sur des campagnes qui vont être beaucoup plus instables et surtout des coûts publicitaires qui vont augmenter sur les périodes de crise. Donc ça, c'est le premier gros point à faire. Donc qu'est-ce qui se passe grosso modo quand on a des campagnes qui montent en termes de prix? On a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes ultra rentable sur votre campagne. Dans ce cas-là, aucun problème, vous mettez plus de budget, vous compensez. Par exemple, si vous avez un ROI de 10, vous avez un combat qui arrive et des publicités qui explosent en coût, vous savez que c'est lié à l'actualité parce que ça fait entre 1 et 3 semaines qu'il y a eu des grosses annonces de guerre, etc. Bon, bah, dans ce cas-là, vous savez que votre coût publicitaire il va être plus élevé. Je ne sais pas exactement pourquoi, honnêtement, c'est plus élevé. Soit c'est que tout le monde, enfin, les gens achètent moins, donc du coup, tous les annonceurs mettent plus de budget, donc les enchères augmentent. Soit c'est juste que, pour une raison que j'ignore, le système d'enchères marche plus pareil, ou on n'arrive pas à toucher les leads qualifiés avec aussi peu de budget qu'avant. Peu importe la raison en réalité, mais quand on a un problème géopolitique, tout augmente en termes de coûts. Donc vraiment, soit vous avez le cas de figure où vous êtes très rentable, vous augmentez le budget, vous compensez. Deuxième cas de figure, vous êtes à peine rentable, dans ce cas-là, coupez
ou alors diminuer au minimum juste pour être rentable, parce que souvent avec un plus petit budget, on arrive à avoir des plus grosses rentabilités, on a plus le temps de traiter les leads, etc. Et donc dans ce cas-là, vous arriverez, on va dire, à compenser, à faire tenir votre business le temps de la crise et le temps de trouver d'autres choses plus rentables. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est ce que je disais dans Step Up beaucoup, c'est les gars, en vrai, si c'est la merde, genre juste prenez votre temps, chillez, faites un petit peu d'autres choses, améliorez votre landing page, améliorez votre compte Insta, faites du contenu d'avance, ralentissez sur le closing et cette énergie-là, mettez-la ailleurs. Mais si vous prenez cette énergie-là pour mettre plus de budget et pour stresser encore plus, c'est contre-productif. Donc ça, c'est la première chose au niveau des campagnes publicitaires. Et deuxième chose que j'ai observé, c'est qu'on a des prospects qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peur de l'engagement. Notamment tous les accompagnements qui se vendent sur 6 mois se vendent pas du tout aussi bien sur 6 mois qu'avant ils se vendaient sur 3 mois. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des accompagnements qui vont se vendre super cher. Je vois, il y a des coachs qui arrivent toujours à cartonner, notamment les coachs qui sont ultra bien nichés. Mais néanmoins, sur le marché global, parce que ben, je ne vais pas m'adresser aux 1% des coachs qui cartonnent et qui ont des ROI de 10, on va s'adresser à 90, voire 95% des coachs. Grosso modo, c'est beaucoup plus dur de vendre avant, notamment aux ultra high ticket, vu que c'était à l'époque, on va dire avant Covid, c'était le low ticket. Tout le monde vendait pas cher et ça marchait bien. Ensuite, du coup, il y a eu un changement qui s'est opéré. Vous l'avez vu avec toutes les formations ultra chères, les accompagnements ultra chers, etc. On est passé, on va dire, sur l'ère du high ticket et de plus en plus high ticket. Moi, je pense que ça revient sur du plus low ticket, notamment à cause de la géopolitique à l'heure actuelle, mais parce que les gens ont vraiment peur. C'est-à-dire que maintenant, je me rappelle quand j'arrivais à vendre à 367 par mois à l'époque, maintenant, je dois me battre littéralement pour aller chercher les prospects alors que tous les process sont meilleurs avant et le closing n'a rien à voir. Donc vraiment, il faut quand même partir du principe que même si un prospect a une urgence vitale, il va payer. La vérité, c'est que 90% des prospects, c'est plus du plaisir que de la survie. En tout cas, eux le voient comme ça, alors c'est compliqué de leur faire changer le mindset. Et donc forcément, pour eux, lâcher une énorme somme, c'est beaucoup. Donc ça à prendre en compte et on va voir comment s'adapter derrière. Et aussi, juste, les prospects ont moins d'argent. Il y a une inflation de, je sais plus, 5, 6, 7%, un truc comme ça en France. En tout cas, c'est principalement la France. Le Canada, qui était un bon marché avant, parce qu'ils ont un peu la mentalité US à payer, etc., pour prendre soin d'eux, ben, ils n'ont plus d'argent, parce que le dollar canadien, il s'est cassé la gueule. Ou en tout cas, l'euro a pris et le dollar, du coup, est resté au même niveau, voire est un peu descendu. Donc, ça creuse vraiment un écart de fou. Donc, c'est pour ça que je vous conseille même plus de mettre des publicités au Canada, parce qu'en vrai, c'est une misère, les pauvres, ils galèrent à payer. Et on voit, ils tirent la gueule en appel quand on annonce le montant en dollars. Donc voilà, c'est important de le noter aussi. Et au niveau de la Belgique, c'est à peu près comme la France de toute façon. Donc ça va. France, Belgique, Suisse, Luxembourg, ça passe encore, en tout cas dans le milieu francophone. Mais il y a quand même moins d'argent, il y a moins de pouvoir d'achat, à part en Suisse. Donc ça à prendre en compte. Mais du coup, tout le monde target la Suisse et le Luxembourg, donc les coûts ont augmenté. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est toujours le système d'enchères. C'est quand même à prendre en compte. En tout cas, ne vous prenez plus la tête sur le Canada. Franchement, à part si tous vos clients sont canadiens, c'est une galère. Deuxième chose, on va parler un petit peu d'Andromeda. Grosso modo, Andromeda, je vais y revenir juste après. Qu'est-ce que ça a fait comme changement? Qu'est-ce que c'est Andromeda? Qu'est-ce que ça change exactement dans la façon de faire du media buying, de diffuser ses publicités, etc. Mais ce qui s'est passé, parce qu'il y a ce que WhatsApp, ce que Meta a annoncé, et il y a ce qui s'est réellement passé. Ils avaient annoncé que ça allait permettre de stabiliser les campagnes publicitaires, qu'il y aurait des pubs qui seraient bien mieux ciblées, etc. En vrai, c'est un petit peu comme si vous activiez l'Advantage Plus à l'époque sur des follower ads. Ça fait juste le bordel et vous avez des leads pas qualifiés. Donc c'est pour ça qu'il y a des coûts publicitaires qui ont augmenté en moyenne, je trouve. En tout cas, pas forcément pour le nombre de vues, parce que ça, c'est un système d'enchères, ça change rien. C'est plutôt sur la qualité des leads. Pour avoir un lead qualifié comme avant, euh, pas maintenant, c'est beaucoup plus dur. Ou en tout cas, un client comme avant, c'est beaucoup plus dur. Et donc, on va voir justement comment est-ce que on peut compenser avec Andromeda. Ensuite, il y a beaucoup plus de déchets dans les prospects. Quand je dis beaucoup plus de déchets, c'est que avant, si vous aviez par exemple pour une certaine campagne un lead sur trois qui était très qualifié que vous pouviez potentiellement envoyer en appel, là c'est plus le cas. Ça vient en partie de Andromeda et en deuxième part, je pense, juste du marché qui s'est complexifié. Et donc c'est pour ça que ça nécessite pardon, un meilleur ciblage et beaucoup plus de data. Et c'est pour ça qu'on va parler du CRM, du pixel et de comment est-ce qu'on peut l'activer aux trois types de funnels qu'on va voir juste après, qui sont les funnels de absolument tout le monde ici, je pense. Ensuite, du coup, dernier point, c'est le marché saturé, surtout dans le sport. Donc, on a beaucoup trop de coachs qui font la même chose et se vendent comme experts, notamment avec l'arrivée de l'IA. Je ne sais pas si vous l'avez vu,
J'en parlais avec Laurent, du coup, que je coach actuellement, qui est dans le live, je crois. Ouais. C'est qu'en gros, c'est ce qu'elle me disait, j'ai l'impression que tous les coachs font de l'IA. Et bah, c'est exactement ça. Salut Laurent. C'est exactement ça. En fait, tout le monde fait exactement la même chose. Et on a les mêmes scripts, en fait, qui reviennent. Donc, je pense que l'IA, c'est exceptionnel pour un tas de choses. Mais je pense que le côté humain se perd énormément maintenant, surtout que il y a des beaucoup plus gros budgets. Les coachs ont compris qu'en fait, il y en avait un qui allait spend 10K le mois pour avoir un système qui tourne, une bonne acquisition, machin. Et donc, en fait, en montage vidéo, c'est compliqué maintenant de faire vraiment la différence. Là où avant, on pouvait expliquer un truc et juste faire un meilleur montage que le voisin, plus dynamique et tout, ça allait marcher. Maintenant, je pense qu'il faut beaucoup plus de personal brand et on va y venir après. Et puis, du coup, les coûts publicitaires qui augmentent, forcément, ça, c'est une conséquence à ça. C'est-à-dire que les coûts publicitaires sur des publicités qui sont pas forcément très sexy ou alors qui changent pas de la masse et des publicités qui ramènent des abonnés sur un compte qui est le même que tout le monde, forcément, ça fait monter les coûts. Donc, c'est bien, on a un bon cocktail Molotov là. On a un bon truc qui permet de voir, enfin, de devoir se creuser la tête pour aller chercher des meilleurs résultats. Et c'est quand même important de noter que, objectivement, le marché s'est complexifié. C'est pour ça que même moi, pour les coachs qui sont en présentiel, qui disent, ouais, j'aimerais bien me lancer en ligne, faire un truc à côté, partez quand même du principe que c'est dur le en ligne. C'est-à-dire que faire de l'hybride, je pense que c'est le meilleur moment, c'est extrêmement simple de mettre une bonne campagne en place et récupérer plein de leads pour du présentiel. Faire du 100% en ligne, ça se fait, mais il faut quand même des bons process. Et ça, c'est important de le mettre en place. Et se dire enfin, à l'époque où on pouvait faire une vidéo par semaine, plus mettre un petit boost de 5 euros par jour, avoir des abonnés à 20 centimes, et il y en a un sur 5 qui vient en appel, en fait, ça n'existe plus. Ou alors, encore une fois, ça existe pour le 1% des coachs qui réussissent le plus parce que X et Y raison, ça peut être parce qu'ils ont un positionnement qui est exceptionnel, ça peut être parce qu'ils ont une personal brand qui est exceptionnelle, ça peut être parce qu'ils ont un physique exceptionnel, peu importe. Mais en tout cas, ça marche que pour vraiment le 1%. Mais la plupart, si vous voulez faire vraiment que du en ligne, il y a quand même plus de travail à fournir, que ce soit sur le setting, que ce soit sur le closing, que ce soit sur les process avant, en publicité, en test, etc. Voilà, grosso modo, je pose un petit peu le décor. Je vous laisse déjà me dire un petit peu votre retour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors après, on va rentrer dans toute la partie technique, mais déjà, c'était pour poser le décor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à me le dire. Et puis comme ça, au moins, c'est bien, on rentre dans le débat. Non, c'est la merde, t'as raison, Léo. C'est pas la merde, mais il faut s'adapter. Faut s'adapter. Je pense qu'il Oui, y a je suis des nouvelles d'accord. opportunités. Et encore une fois, vu que c'est la merde, ce qui est super, c'est que ça laisse beaucoup plus de place à ceux qui vont vraiment faire le travail. En fait, tu as Voilà. 90% des coachs qui vont se viander parce qu'ils vont juste pas chercher, enfin, ils vont arriver sur le marché. Les pauvres, en vrai, moi, je les plains. Ceux qui arrivent, qui n'ont jamais rien lancé, qui ont 2 heures Ouais. par jour et qui se disent, je vais investir dans une formation à 8K, tu vois, parce que le high ticket pour le coaching de coach, il a augmenté encore, tu vois. Il se dit, je vais mettre 10K et ça va marcher. Mec, il y a 12 millions de coachs qui se disent exactement la même chose. Et si tu fonctionnes en publicité, tu vas avoir des coûts publicitaires qui ont augmenté parce que c'est juste un système d'enchères. Et si tu fonctionnes en organique, il y a 10 fois plus de coachs qu'avant. Donc, il faut que tu sois 10 fois meilleur que les 10 autres coachs, tu vois. Enfin, meilleur que 10 autres coachs. Ouais, Gilles. Oui, c'est clair. Hello, Ouais, on t'entend à ça peine. va? Peut-être t'es un petit peu loin de ton micro. Vous m'entendez là? Ah ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ça va? Nickel, et toi? Super. Du coup, j'avais quelques petits trucs à dire par rapport à ce que tu avais dit. Parce que Vas-y, vas-y. j'ai pu relever quelques trucs intéressants aussi. Euh, en fait, c'est un truc que j'ai pu remarquer par rapport aux ads, c'est que c'est devenu un peu plus instable, effectivement. Euh, Par contre, au niveau du pricing euh, et au niveau de la qualité des leads, je trouve que c'est encore beaucoup mieux qu'avant. Ah ouais? Mais tu fais Ouais. beaucoup d'organique, toi? Bah tout, ouais, en gros, on fait tous de l'organique globalement. Ouais, justement, je vais y venir après. J'ai Euh, remarqué ça aussi sur l'organique, où il y a un petit peu un peu un changement de paradigme. Et même sur de l'ADS, en fait, sur de l'ADS, on peut aller chercher quelque chose de plus, enfin, d'à peu près comme avant si on fait bien les choses. Mais du coup, je suis d'accord avec toi. Sur de l'organique, il y a encore des choses à faire. Maintenant, après, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand même, par rapport à avant, si tu mettais la même énergie dans l'organique, tu vois, comme dans les ads, si tu mettais la même énergie il y a 2 ans, ça avait rien à voir en termes de résultats, tu vois. ouais, je suis d'accord par rapport en fait au reach de l'organique peut-être sur certains trucs,
Mais un truc que j'ai pu remarquer aussi, c'est le fait que, euh, par exemple, à partir du moment où on arrive à créer, on va dire, une sorte de récupération de la data par rapport à l'organique, il y a beaucoup de trucs à faire. Tu vois, par exemple, au lieu de se dire, OK, je vais faire tout le contenu nécessaire pour essayer d'avoir du contenu qui est viral, qui m'apporte, qui m'amène beaucoup de monde, etc. Juste, en fait, déterminer exactement pourquoi les personnes qui ont rejoint ont payé. En fonction de ça, ajuster toute la stratégie d'organique. Et en gros, globalement, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre du cicapif là en ce moment. Ouais, j'ai vu dans tes stories. Mais Ouais. insane, insane, insane. Si tu veux, on pourra en reparler à la fin. Justement, là, je vais avancer, sinon on va pas avoir le temps. Mais, Ok. euh, mais je suis curieux d'avoir ton point de vue aussi. Encore une fois, je pense que ça marche sur le 1%, où clairement, bah, il y a toujours moyen de se démarquer, surtout quand 90% des autres se cassent la gueule, tu vois. Maintenant, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je pense qu'il y a quand même un gros taf. Mais l'avatar Euh, client, etc., on va en reparler. Je pense qu'en effet, il y a pas mal de trucs à dire, ouais. Ouais, Yoni, dernière question, après on va avancer. Yes. Du coup, c'est juste pour clarifier un petit truc. En fait, tu as parlé de personal branding. Ouais. Et tu vois, il y a plusieurs types de personal branding. Toi, tu penses auquel, auquel précisément? Que tu sais, il y en a qui vont parler de juste logo, couleur. Il y en a qui vont parler de vraiment le style plus en profondeur, tu vois. Non, C'est ça. beaucoup plus. Je vois deux choses. Première chose, c'est ton placement. Comment est-ce que tu te places? Il faut que tu l'incarnes à 2000%. Je vais y revenir encore plus tard. Mais par exemple, si tu t'attaques à un certain marché, je vais reprendre l'exemple de Raphaël, Raphaël Solon, pour ceux qui veulent aller voir sur les réseaux, qui est le coach des bons vivants. On a vraiment ce côté personal brand où c'est le mec, il est avec sa bière, tu vois, il est avec son saucisson, etc. Il se tape ses meilleurs apéros à Lyon. Il incarne vraiment ce bon vivant-là, tu vois. Mais quand il l'incarne, je dis, c'est il l'incarne de A à Z et 100% des gens qui tombent sur son compte se disent, OK, ce mec-là, il est fait pour manger du saucisson, de la bière, mais avoir quand même les abdos, tu vois. Donc il y a ce côté où il faut vraiment que tu aies une image ultra forte qui ressorte. Et deuxième truc qui est obligatoire aussi, c'est le positionnement. Pour moi, tu as les deux. En fait, c'est pas un type ou l'autre type. Logo, etc., je pense qu'on en a rien à faire. Justement, logo, j'ai envie de dire, ça fait plus industriel qu'autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment, enfin, c'était déjà pas important avant, mais ça l'est encore moins maintenant. Parle vraiment plutôt personnalité, qui est-ce que tu touches et qu'est-ce que tu montres. Faut vraiment que ce soit toi à 100%. Et puis après, peut-être que montrer aussi un petit peu plus de sa vie comme un influenceur, même si ça me fait chier. Je pense que ça a aussi son importance, notamment pour une stratégie un petit peu plus organique ou en follow ads, même beaucoup plus. Ou bah voilà, enfin, faut que les gens s'attachent à toi parce qu'il y a une masse de personnes, donc faut qu'ils Hmm. puissent se retrouver dedans. Donc je pense que c'est un ensemble, tu vois. Enfin, je pense pas, Ouais. je suis sûr que c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, quand tu incarnes un personnage, il faut l'incarner à 100%. C'est juste ça le truc, je pense. Peu importe la manière dont tu l'incarnes, de toute façon, c'est ton personnage, c'est ton image sur les réseaux. Tu peux juste pas te dire j'y vais à 50%. Et c'est un petit peu ce truc de. Avant, on faisait de la publicité très, très directe. Si tu es tel type d'avatar client, par exemple, si tu es un cadre qui bosse assis toute la journée et que tu veux perdre du poids, si toi-même tu ne l'incarnes pas, tu vois, qu'on te voit faire ton sport toute la journée et que tu as 6 séances par semaine, qui va te suivre? C'est un petit Ouais. peu le truc, tu vois. Si tu joues un personnage, incarne-le à 100%. Par contre, si tu es vraiment cadre, tu prends tes trucs, ou tu es au bureau, tu es assis, tu mets je suis encore resté 10 heures par jour, voilà ma shape, tu as des trucs comme ça. Alors, on pourra en reparler, mais là, tu incarnes vraiment le truc et les gens apporteront plus de confiance. Ça répond? Ouais, Dernière ouais, question. parfaitement. Ok, nickel. Et ben, je repartage du coup la suite. Hop. Ok, donc maintenant, on va parler des stratégies applicables. Dans le premier temps, Andromeda. Comment est-ce que ça marche? C'était quoi, pardon, avant, c'est quoi maintenant? Et ensuite, au niveau des différents funnels, donc on va voir le social funnel, VSL funnel et VSL funnel, pardon, en direct offer et indirect offer. Et du coup, l'organique va se situer au niveau du VSL funnel, du social funnel, pardon. Donc on va voir ça juste après. Déjà, Andromeda, c'est quoi? Grosso modo, c'est, pour faire simple, un changement d'algorithme. Avant, l'algorithme, il marchait comment? Il y avait des gros ensembles de publicités, des gros ensembles, pardon, de prospects. Donc, par exemple, on avait l'ensemble de prospects, des gens, par exemple, on cherche des gens qui perdent du poids. Il y avait les gens qui perdent du poids et qui ont un âge, et on va dire les gens qui veulent perdre du poids et qui ont un autre âge. Donc, avec des centres d'intérêt, ça faisait des gros groupes. Je le fais extrêmement simple, hein. Et donc là, je l'ai dessiné comme ça. Il y avait comme deux grosses poches de pétrole. Et nous, notre pub, elle va dire, bon, bah voilà, si tu es entre tel âge et tel âge, et que tu veux perdre du poids, clique sur ma pub. Grosso modo, c'est ça, peu importe la publicité derrière.
Sauf que le truc, c'est que maintenant, c'est pas pareil, c'est plein, plein, plein de petites poches. Et l'algorithme Andromeda, du coup, je pense qu'il s'appelle comme ça serait logique, permet d'aller chercher beaucoup plus précisément des micro-poches d'audience. Donc en théorie, si jamais tu dis dans ta publicité, si tu es un homme qui veut perdre du poids entre 20 et 30 ans et que tu as peur de te regarder dans le miroir, il va aller trouver les mecs qui ont peur de se regarder dans le miroir. Si après tu dis et qui a honte à la plage, ils vont trouver les mecs qui ont honte à la plage. Le truc, c'est que c'est plus trop pareil. Enfin, ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on l'a vu, on a testé plein d'ads. Ça permet pas de trouver des gens beaucoup plus qualifiés, je trouve. Au contraire, même, on a surtout des coûts publicitaires qui ont augmenté. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une partie théorique. Maintenant, grosso modo, on va voir ce qui est applicable concrètement et on va dire qu'est-ce qui se fait réellement quoi. Donc avant, qu'est-ce qui se passait? On avait une campagne, donc ça c'est au niveau du media buying, on avait une campagne avec plusieurs adsets de 2 à 3 pubs. Donc pour ceux à qui ça ne parlerait pas, je vais arrêter le partage et je vais partager autre chose. Je vais partager mon business manager qui est juste ici. Tac, on va actualiser. Si je retourne sur... alors, je vais pas avoir d'anciennes campagnes. Ça, c'est campagne pour un autre du coup de mes business, mais pour vous montrer un petit peu. Donc, on a toujours dans une campagne publicitaire sur Meta la campagne qui est ici. Ensuite, on a un ensemble de publicités, c'est-à-dire un ensemble qui va contenir plusieurs publicités. Et ici, donc, enfin, toutes les publicités. Donc là, il y en a un, 2, 3, 4, 5, avec différentes créatives. Donc, des créatives, c'est des publicités. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, comment est-ce qu'on faisait le media buying avant? C'est simple, c'est qu'on mettait une campagne, donc globale, c'est-à-dire dans notre campagne, on va faire plein de publicités avec différents adsets. Des adsets, donc des ensembles de publicités qui ont un ciblage spécifique. Par exemple, ce ciblage-là, on pourrait dire, là c'est broad. Donc broad, ça veut dire que c'est général, on va dire. Mais on pourrait mettre une publicité très ciblée sur une localisation précise, sur un âge précis, sur un centre d'intérêt précis. Et donc pour chaque ensemble de publicités, on avait 2, 3, 4 publicités, 5 maximum. Grosso modo, c'était ça. Et si on mettait plus, ça faisait un petit peu n'importe quoi en termes de diffusion. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, il faut beaucoup plus de publicités qui sont bien plus différentes. On va voir après comment est-ce qu'on scripte, on va dire, les publicités, mais beaucoup plus différentes, vraiment des choses qui n'ont radicalement rien à voir. Ils ciblent plus ou moins les mêmes personnes, c'est-à-dire un avatar client précis avec différentes douleurs, etc. Enfin, ou alors toujours la même douleur, mais avec différentes approches. Et surtout, on les met toutes dans le même ensemble de publicités. Donc, c'est-à-dire que s'il y a la campagne, si je reprends mon exemple du gars qui a peur devant le miroir, enfin, qui n'aime pas s'enfler dans le miroir, plus qui a peur du regard des autres, plus la campagne du cadre qu'a sa femme qui lui a fait une remarque, plus sa campagne de ses enfants, enfin, la campagne des enfants qui lui disent Papa, t'es trop gros, peu importe. Mais en gros, on va avoir toutes les publicités dans le même adset. Et ensuite, en fait, Meta va dispatcher du budget un petit peu plus de manière homogène sur les différentes créatives qui vont performer. Donc, par exemple, si on part sur une campagne de 30 publicités, il y en a peut-être 4 5 dont 3 ou 2 qui vont diffuser beaucoup de budget. Et ensuite, on va faire des variantes à ces publicités gagnantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut beaucoup plus de diversité au niveau des créatives. Voilà. Alors, je retourne juste sur le Safari. Hop, nickel. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Donc un ad set avec plus avec toutes les campagnes. Et également, ah oui, j'ai oublié de partager ça, je vais rechanger. Il faut désactiver Advantage Plus dans 99% des cas. Alors, il faut faire des tests. Il y en a pour qui ça marche mieux, mais c'est franchement extrêmement rare. Donc Advantage Plus, comment est-ce que vous le désactivez au niveau de la campagne? Ça va être donc dans l'ad set, si vous faites des campagnes ici. Et vous allez pouvoir aller chercher, tac, 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 ici, limiter davantage les publicités, limiter davantage les couvertures de vos publicités. Vous pouvez continuer. Et ensuite, désélectionner à chaque fois les suggestions qu'il va y avoir ici. Puisque dès que vous allez rajouter un paramètre, ils vont vous rajouter ça. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de le décocher tous les genres. Donc, par exemple, si je mets homme, ici, il faut décocher, etc. Si vous faites ça, vous désactivez Advantage Plus. Et d'ailleurs, si on le désactive de partout, ici, il y aura marqué désactiver. Donc, dans 80% des cas, si votre campagne vous apporte pardon, n'importe quoi, que vous n'avez pas le bon âge, vous avez des femmes, des hommes, alors que vous visez un seul sexe, que vous avez je sais pas moi, vous visez des publicités, par exemple, vous faites du local, vous visez à Angers, vous avez des gens à Paris. Souvent, ça va être que vous avez Advantage Plus activé. Il y a des cas de figure où Advantage Plus, ça permet quand même de mieux cibler et vous faites un test et en fait, vous vous rendez compte que ça marche mieux. Malheureusement, je peux pas vous dire. Testez les deux, mais en règle générale, si vous voulez les désactiver, ça se passe exactement comme ça.
Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous rajoutez un ciblage, il va vous proposer de revenir au ciblage d'avant. Donc, comme quoi, il veut vraiment qu'on l'active au maximum. Mais franchement, d'expérience, ça fait n'importe quoi. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Maintenant, au niveau des stratégies applicables avec les différents funnels. On va en voir plusieurs. Premier, ça va être le social funnel. Donc, c'est quoi l'avantage, l'inconvénient pour qui et le media buying. Donc, on est parti. Déjà, au niveau des publicités, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement une pub qui ramène des abonnés avec, moi, je mets des centres d'intérêt financiers et le but après, c'est d'envoyer en DM setting. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vous devez déjà avoir un organique qui est solide. Pour le social funnel, là où avant je disais qu'il y avait juste besoin de créer, mettons, une quinzaine de posts qui apportent beaucoup de valeur à votre niche précisément, maintenant tout le monde fait ça. Bon courage, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus réactif. Enfin, beaucoup plus réactif, beaucoup plus actif plutôt. Donc maintenant, il faut poster beaucoup. Moi, honnêtement, sans vous mentir, je pense que 4 fois par semaine, c'est un minimum, on va dire, pour garder une grosse visibilité et toujours rester dans la tête des gens. Plus avoir des stories qui vont être actives en permanence. Et à la limite, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez poster par exemple 2 nouveaux posts par semaine. Et si vous avez déjà beaucoup de posts, reposter des anciens. Mais l'idée, c'est quand même que les gens vous voient le plus possible et d'apporter un maximum de personal brand. Encore une fois, je pense que le montage à 100 balles n'est plus aussi utile qu'avant. Par contre, il faut qu'ils vous voient un maximum. Et surtout, tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de formats. Toujours évidemment avec votre avatar client, mais tester un maximum de formats pour pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond. Et en fait, l'idée pour moi, pour avoir testé beaucoup de pubs où on fait comme à l'ancienne, si tu es tel type de personne, que tu as ça comme douleur, que tu veux perdre du poids et que, ou gagner de la masse, ou peu importe, même pour les thérapeutes, c'est la même chose, et que tu rencontres telle difficulté, dans ce cas-là, abonne-toi à mon compte puisque je te donne plein de contenu gratuit. En fait, tout le monde a fait ça. Littéralement, tout le monde a fait ça. Et donc, vous l'avez vu, les coûts où avant une publicité qui était plutôt bonne était peut-être aux alentours des 50-60 centimes. Là, on est plutôt sur du 2 euros, enfin 1,50 € à 2 € pour quasiment tout le monde. Donc, beaucoup plus compliqué de se démarquer là-dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regarder du contenu organique qui a marché. Donc, un contenu organique qui a marché, c'est juste un contenu organique qui a plus de vues que d'habitude par rapport à ce que vous faites. Parce qu'évidemment, si vous attendez de faire le million de vues, ça va être compliqué. Mais, enfin, ça se trouve, vous allez le faire direct. Mais en tout cas, un contenu qui a bien marché, qui qualifie un minimum votre audience. Par exemple, vous allez faire un truc perte de poids, vous jonglez avec des légumes, j'en sais rien, c'est un exemple. Mais et vous dites un truc qui va enfin, qui va vraiment parler à votre avatar client. Dans ce cas-là, souvent, en boostant ce contenu-là, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que en mettant une publicité qui dit exactement si vous êtes tel type de personne, etc. Abonnez-vous. Et même en termes de qualification. Même si vous voulez, par exemple, des ingénieurs, vous avez plus de chances souvent de toucher des ingénieurs dans une publicité organique qui parlait particulièrement à des ingénieurs que sur une pub spécifique faite pour les ingénieurs. Parce que je pense qu'en fait, encore une fois, c'est saturé. Et donc Meta, il a votre publicité, il y a du budget, donc il doit la montrer à une audience. Sauf qu'en fait, votre audience, tout le monde lui montre, parce que tout le monde vise les ingénieurs, typiquement. Et donc en fait, ça fait augmenter les coûts publicitaires et il est obligé de déborder, comme s'il y avait Advantage Plus, en allant montrer à plein de personnes. Et puis, du coup, aussi, on a vu quand même en désactivant Advantage Plus et en mettant des centres d'intérêt financiers, donc tout ce qui peut toucher à des personnes plus fortunées, c'est-à-dire tout ce qui est système bancaire, immobilier, etc., ça permet quand même d'avoir des gens qui ont plus d'argent. Mine de rien, ça reste vrai, même si en théorie, c'était censé plus être important. La vérité, c'est que ça marche toujours comme ça. Et puis, du coup, en termes de DM setting, là, on va pas faire une énorme partie sur le setting. Je pense que j'en ai beaucoup parlé dans Step Up. Pour ceux qui sont pas, bah, écoutez, venez dans Step Up. C'est beaucoup de cas par cas, mais je pense que c'est plus là qu'il y a. Enfin, on peut grappiller quelques pourcents, mais la vérité, c'est que si on attire les bonnes personnes, il y aura toujours du monde pour venir acheter votre offre. Donc, on va pas passer un grand moment sur le setting, sinon ça prendrait trop de temps. Ensuite, au niveau de l'avantage, c'est que c'est relativement simple et vous avez beaucoup plus de confiance de la part des gens puisqu'ils vous voient tous les jours, donc forcément c'est plus facile de leur vendre. C'est à peu près le seul avantage qu'on a. Ensuite, par contre, c'est limité dans la scalabilité. C'est-à-dire que enfin, vous pouvez mettre du budget sur une publicité organique, mais il y a un moment donné, pour dépasser les 15, 20, 30 000 par mois, c'est hyper dur de tenir le rythme en termes de setting, surtout que les coûts publicitaires ont augmenté. Donc, si vous avez une grosse partie organique, on s'en fout un petit peu, ça marchera puisque vous aurez moins de coûts. Par contre, si vous êtes surtout en publicité, que vous avez des coûts publicitaires qui sont, on va dire, au-delà des 1 € à 2 € par abonné, dans votre scalabilité, vous verrez qu'en fait, en montant le budget, forcément, vous pourrez moins bien traiter les leads. C'est obligatoire. Même si vous avez une IA setting, ça ne vaut pas un très bon setter.
Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir une petite baisse de votre rentabilité jusqu'au moment où c'est plus rentable. Donc ça reste limité quand même dans la scalabilité. Je pense que dans beaucoup de cas de figure, c'est un funnel qui tient jusqu'à 10-15 000 euros par mois à peu près, voire un petit peu plus, mais rarement beaucoup plus. Ensuite, pour qui, grosso modo, les débutants ou les personnes qui ont un marché ultra saturé, ça permet quand même de assez facilement apporter de la confiance à notre audience. C'est toujours le cas. Là où en VSL funnel, on va le voir, mais il faut quand même des stratégies plus avancées. Pour moi, le social funnel a encore sa part, enfin encore sa part de marché à prendre. Et c'est juste qu'il faut apporter un max de confiance et que les gens vous voient tout le temps, ce qui n'était pas le cas avant, encore une fois. Il y avait juste à leur parler et les gens répondaient. Maintenant, le truc, c'est que tout le monde leur parle. Donc, bon, bah voilà, c'est quand même limité. Et puis, évidemment, faut je le dis aussi dedans là, je le rappelle, mais il faut vraiment un positionnement qui est ultra spécifique, un positionnement où il y a de la demande et un positionnement surtout où vous incarnez vraiment le truc à 2000%. Si vous le faites à 80%, ça suffit pas. Vous devez être cette personne que vous montrez sur les réseaux. Et ensuite, du coup, au niveau du media buying, on est vraiment sur le plus simple possible. Le mieux, étrangement, ça reste de booster depuis Instagram sur l'ordinateur, puisque si vous le faites sur le téléphone, vous avez une chance sur deux de vous prendre des frais Apple. C'est pas tout le temps. C'est méta, on est content. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Il y a le choix. Vous le savez pas, mais au moment où vous payez, vous êtes au courant. Donc, boostez-le depuis l'ordinateur. Juste vous connectez à Insta depuis l'ordi et vous le faites. Et ensuite, tac. Ou alors, oui, ou alors vous faites une publicité de trafic, donc avec un objectif de trafic sur le Business Meta Manager, enfin Meta Business Manager, avec du coup un ad set plus toutes les créatives dedans, comme je disais tout à l'heure. Donc là, pour les créatives, vous pouvez tenter des follower ads comme à l'ancienne, où vous allez avoir centre d'intérêt, enfin, tuer telle personne, patati patata. Ça vaut le coup de tester. Maintenant, je pense que ce qui marche le mieux, encore une fois, c'est de l'organique qui était déjà ciblé pour votre audience que vous allez booster. Clairement, c'est ce qui apporte les meilleurs résultats pour tout le monde. Donc, d'où l'importance de bombarder en organique. Et si là, je reprends quelqu'un de zéro, je lui dirais bombarde en organique, au moins au début, le temps de trouver quelque chose qui fonctionne. Et une fois que tu as quelque chose qui fonctionne, abuse-en et booste-le et tu auras toujours des meilleurs résultats que si tu fais 15 000 publicités juste pour faire des publicités. Ou t'apportes pas de valeur, forcément, du coup. Et puis ensuite, autre changement qu'il y a eu, on peut mettre un pixel sur la page de réservation. Donc, je reviendrai sur l'utilité du pixel, comment est-ce que ça marche, etc. après. Mais je pense qu'à terme, même si je ne l'ai pas encore testé pour moi, on peut tout simplement collecter l'information des gens qualifiés, des gens qui réservent un appel, et faire une audience look-like, c'est-à-dire une audience similaire à ces personnes-là, afin d'aller chercher des gens plus qualifiés d'ensemble. Alors, je regarde juste, je fais une toute petite pause pour voir s'il n'y a pas des gens qui attendent sur le live, mais ça a l'air bon. Ok. Ensuite, du coup, ouais, donc c'est ça, le audience look like. Deuxième chose, VSL Funnel, maintenant en direct offer. On va parler du direct offer, ensuite on va parler de l'indirect offer. C'est très différent, vous allez voir pourquoi. Donc, le VSL Funnel Direct Offer, c'est quoi? Grosso modo, c'est une publicité. La personne clique sur la publicité et la personne a une vidéo sans avoir à opt-in, donc à laisser ses informations vraiment directement. Elle a une vidéo où elle dit si tu es tel type de personne, c'est un peu comme une pub en amélioré, quoi. Si tu es tel type de personne, tu as rencontré tel problème, on a eu tel résultat avec mes clients, donc abonne-toi, donc abonne-toi, non, pardon, donc laisse-nous tes informations et réserve un appel. Ça, c'est le direct offer, c'est-à-dire qu'on présente directement notre offre. On t'accompagne comme ça, on va avoir tel résultat, donc abonne-toi. Et dans la publicité, c'est pareil. C'est pas une publicité où on est à dire, enfin, à faire un petit peu du mystère autour de notre stratégie. On dit, notre stratégie fonctionne comme ça, donc viens avec nous et réserve un appel. En tout cas, regarde la vidéo plus en détail pour pouvoir réserver un appel. Vraiment, c'est quelque chose de très direct. C'est pas compliqué, direct offer, c'est direct. Au niveau du coup de qu'est-ce que c'est? Donc on a une landing page comme je disais, plus un opt-in. Donc c'est-à-dire par exemple au bout de 30 secondes, il y a un bouton qui arrive en dessous de la vidéo qui dit réserve ton appel pour que la personne réserve directement un rendez-vous. Et évidemment, dès qu'il y a une réservation de rendez-vous, on l'appelle quand même pour vérifier qu'il soit bien qualifié, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme avantage? On a grosso modo des leads à terme avec un bon pixel. Encore une fois, j'y reviendrai après, mais plus quali. Pourquoi? Puisque c'est direct. Donc, c'est-à-dire que les gens cliquent en sachant exactement ce qu'ils viennent chercher. Ça, c'est hyper important. Et par contre, c'est beaucoup plus complexe et ça demande un budget beaucoup plus important aussi. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que vous allez pas avoir des opt-in et des gens à appeler, donc plein de prospects à traiter, etc. C'est eux qui réservent directement. Donc, s'ils réservent pas, ben, vous allez payer cher, quoi. Le temps qu'il y ait quelqu'un qui finisse par réserver. Pour moi, au minimum, il faudrait du 2-3 000 euros pour lancer un funnel comme ça. Donc ça reste quand même plus complexe et beaucoup plus dur, même en termes de copywriting, etc.
Ensuite, on est sur un marché qui a peu de concurrence. L'avantage, enfin, pardon, non, c'est n'importe quoi. C'est pour qui plutôt? C'est pour les marchés qui ont peu de concurrence. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de très direct. Donc, typiquement, si vous êtes thérapeute, c'est hyper avantageux parce qu'il n'y a aucun thérapeute qui fait bien la partie business. Donc, souvent, vous allez avoir des coûts publicitaires bas et ça sera facile d'avoir des rendez-vous qualifiés très facilement, enfin, et pour pas très cher. Ou alors, si vous êtes même dans la niche du sport, si vous avez une niche qui est vraiment très très open avec peu de personnes, je pense qu'il y a encore un monde où ça marche bien en direct offer. Maintenant, sur toutes les niches saturées, bon courage les gars pour avoir un bon retour sur investissement là-dessus. Ça va être une galère monstrueuse et il va falloir avoir les reins solides parce que vous allez spend énormément en ads et au final avoir que un appel peut-être au bout de 150 euros dépensés et encore que faut qu'il soit qualifié. Donc pour toutes les niches qui sont encore assez ouvertes, c'est super. Ensuite, au niveau du media buying, vous mettez 15 à 30 créatives, donc 15 à 30 publicités tout simplement, avec différentes formes et approches, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment comme, enfin, c'est relié à Andromeda, hein. Dans un même ad set. Donc une campagne, un ad set, toutes les créatives dedans, avec un typeform. Donc typeform qui est quelque chose qui permet de poser des questions. Par exemple, vous allez avoir quel âge as-tu? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Et les gens cliquent et ça l'envoie à l'étape d'après. Vous avez forcément dû déjà faire ça sur WhatsApp, sur Meta, en cliquant sur une pub ou quoi que ce soit. Et donc en fait, l'avantage de Typeform, c'est qu'on peut envoyer vers une page de confirmation pour les gens qui sont très qualifiés et une page de confirmation vers les gens moins qualifiés après leur réservation d'appel. Et donc, typiquement, on va essayer d'optimiser que justement sur cette page-là de gens qualifiés pour dire, OK, maintenant, reprends l'information de cette page de gens qualifiés et renvoie-la vers la publicité pour que je retrouve des gens qui sont similaires à ceux qui ont réservé. Mais c'est pour ça, encore une fois, c'est lié au pixel et le temps de charger le pixel, il y en a quand même pour un sacré moment. Donc, faut les reins solides et faut un marché open. Mais sinon, c'est pour moi le meilleur funnel quand vous avez un marché qui s'y prête bien, quoi. Et dernier point, le VSL funnel en indirect offer, c'est-à-dire que vous allez avoir une publicité qui va dire j'ai une méthode méconnue, grosso modo c'est ça, ou les anciennes méthodes ne marchent pas, ou peu importe, mais on ne dit pas directement la solution. Le but c'est de créer un petit peu de mystère, ou en tout cas que les gens se disent j'ai besoin de me renseigner à propos de cette stratégie. Et donc du coup on a un lead form intégré à Meta. Donc les lead forms intégrés à Meta, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le petit questionnaire qui est pré-rempli sur Meta quand vous cliquez une pub, par exemple, en savoir plus, ça met directement votre nom, prénom, numéro de téléphone, mail. Grosso modo, c'est ça. Vous récupérez les informations et donc vous allez faire du setting téléphonique. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez appeler tout le monde. Moi, c'est le funnel que je lance du coup avec Raph, là, en ce moment. Je vous le montrerai juste après pour voir exactement comment il est structuré. Mais, grosso modo, il faut du setting téléphonique. Et là, c'est pareil. Le setting téléphonique, je le vois, c'est beaucoup trop sous-estimé. C'est pas bonjour, oui, j'ai vu que enfin, vous avez laissé vos informations. Est-ce que vous seriez intéressé, machin? On dirait un démarchage téléphonique. Faut qu'il y ait de la réactivité. De un, c'est quand ça obtine, on appelle. Et de deux, faut qu'il y ait un niveau de closing littéralement au niveau du setting. Donc voilà, faut pas sous-estimer les settings téléphoniques et je le dis aussi puisqu'il faut pas sous-estimer la paye des setters téléphoniques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des setters ultra performants mais qui sont pas prêts à les payer comme un closer. Alors que le mec, littéralement, il a le sale boulot et il y passe parce qu'il va se prendre plein de refus et tout et il y passe un temps monstrueux. Donc c'est pareil, c'est un funnel qui a sa place, qui est bien, qui est facilement optimisable, on va voir ça juste après, mais faut pas négliger le setting téléphonique. Pour moi, c'est ce qui pêche dans 80% des cas. C'est même pas le closing, c'est le setting tel parce que les mecs vont no-show vu qu'ils n'ont pas vu la valeur en appel, etc. Après, l'avantage, c'est que le scaling est relativement simple, hein. Il y a juste à monter le prix de ces campagnes. Vu que vous avez beaucoup de créatifs dedans, normalement, ça va rester relativement stable en termes de coûts. Vous avez un pixel qui va être bien placé. Encore une fois, j'y reviens après. Mais surtout, on va avoir un CRM qui va être simple à utiliser sur Meta, qui est intégré maintenant à Meta. Donc, c'est ultra simple d'obtenir des meilleurs résultats. Et ensuite, donc du coup, ça nécessite un bon setter, un bon closer et de la preuve sociale. Ça, c'est au niveau des inconvénients. Et pour ceux qui veulent scaler leur business et sortir du social funnel, du coup, pour moi, c'est intéressant. C'est un funnel qui n'a rien à voir avec le social funnel, mais c'est beaucoup plus simple de s'en sortir qu'avec un VSL funnel en direct offer. Donc, ça reste quand même intéressant. Et donc, du coup, au niveau du media buying, c'est ce que je disais, un 20-30 créas sous différentes formes, avec des approches qui vont être différentes. D'ailleurs, je ne l'ai pas mise ici, mais l'une de mes publicités gagnantes sur mon dernier funnel que j'ai fait en indirect offer, c'était un format écrit. Pour le coup, Andromeda, j'ai l'impression qu'il lit très bien ce qui a marqué sur vos pubs quand même. C'est-à-dire que j'avais une pub où j'étais devant le miroir en disant cet ex-ingénieur
Ouais, je suis ingénieur maintenant. Mais cet ex-ingénieur a pris tant de masse musculaire alors qu'il était maigre et qu'il arrivait pas à enfin, qu'il avait du mal à se regarder dans le miroir. Clique pour voir comment il a fait. C'était un truc du genre. Mais ça a très très bien marché, mieux que les 20, plus de 20 publicités que j'ai faites avec différents formats, etc. Sur de la vidéo. Donc, ne négligez surtout pas, notamment pour les VSL funnels, peu importe le type, les publicités en format écrit, enfin format photo, quoi. Et du coup, c'est redoutable pour les coachs en présentiel. C'est ce que, du coup, Edwin a mis en place, mais il y en a d'autres aussi. Je crois, Rudy, tu fais la même. En gros, c'est trop performant. La, la vérité, c'est que là, en termes de retour sur investissement, même sans rien optimiser, vous pouvez largement aller chercher, je pense, du grand minimum 5 à 10 de ROI sur le cash encaissé et largement plus sur le contracté. Parce qu'en plus, les clients en présentiel, ils sont plus faciles aussi à garder sur le long terme, vu qu'ils ont vraiment votre présence, ils aiment s'entraîner avec vous. Donc là, pour le coup, ça, c'est une folie furieuse. Et donc, alors je regarde juste si j'en parle après. Media buying avancé. Ouais, si je vais en reparler après. Je vais en reparler après. Donc, on va s'arrêter là pour ce module-là. Au niveau des stratégies applicables, que ce soit Andromeda ou les différents funnels. Là, j'imagine qu'il y aura quelques questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Personne? Comment tu fais pour savoir enfin, que tu l'as expliqué un petit peu, tu l'as détaillé, mais quel est le mieux quand tu es un peu dans l'entre-deux? Enfin, genre, Bah, là, t'es pas dans l'entre-deux, par exemple. Là, pour le coup, t'es typiquement dans le social funnel. T'as encore une ouais, ok, grosse ça marge de... oui. Ouais, c'est ça. En fait, t'as Ok. encore une grosse marge de progression sur le social funnel. C'est le T'es funnel le obligé plus de simple. passer étape par étape, en gros. T'es obligé de passer, Bah, en vrai, t'as pas forcément d'étape par étape, mais c'est une question de ok, logique. Si t'as pas un gros budget à dépenser en publicité, déjà, ouais. social funnel, enfin VSL funnel, peu importe le type de VSL funnel, tu vas quand Hmm. même un petit peu prendre cher. Parce que il Ah va oui, falloir que tu aies plus de budget pour que le pixel charge, etc. J'y reviendrai plus tard. Mais également, tu vas te prendre beaucoup plus de refus. Les leads sont plus chers à aller chercher. Donc pour ok. moi, tant que t'as pas un budget de plusieurs dizaines d'euros par jour juste sur ta campagne, Ouais, ok. plus plusieurs centaines d'euros, voire milliers pour mettre le funnel en place, que ce soit sur le montage de la VSL ou autre. En vrai, les VSL funnels sont compliqués. Ok, Et juste niveau technique, enfin, faut du temps, quoi. Soit faut s'y ok. connaître et tu vas vite, tu peux monter un VSL funnel en une semaine, mais la plupart, même un petit peu moins, en 3 jours, 4 jours. Mais la plupart des gens, ils vont mettre 2, 3 semaines à le sortir, quoi. Mais deux, Ah oui, trois d'accord. semaines, Ok, ça si c'est marche. pour tester un truc et qu'après, il faut changer énormément de choses, qui sont pas une grosse expérience en closing, donc qui vont être sur des prospects froids, qui les connaissent à peine, etc., c'est beaucoup plus dur. Franchement, Ok, VSL Funnel, peu importe le type de VSL Funnel, à part si encore une fois c'est un marché très ouvert, vous faites un direct offer, et comme les thérapeutes, franchement, le VSL Funnel pour les thérapeutes, c'est une folie. Il y a des coûts qui sont vraiment très bas en publicité, les gens vont venir, ils vont pas no show, ils se sont renseignés eux-mêmes de leur côté parce que c'est la première fois qu'ils voient une publicité qui leur parle parfaitement, etc. Mais pour les coachs sportifs, dans 90%, même 99%, je pense, ça demande beaucoup plus de travail, le VSL Funnel, et des ok. bien meilleures compétences en setting et en closing. Voilà, voilà. Pas d'autres questions? Je vous ai endormi ou c'était clair? Non, bah si Non, c'est non, bon. c'était clair. Ouais, pardon. Ouais. Juste une question. Léo, juste une question. Salut Loïc, ouais, Euh, je t'écoute. ça va? Ça va, ça va. Euh, je voulais savoir, moi, je m'intéresse beaucoup au setting IA. Tout à l'heure, tu disais que le setting IA, ça vaut pas un setter. Euh, t'as déjà essayé ou pas du tout? Ouais, avec plusieurs agences. Setting IA, c'est cool quand tu as un énorme volume à traiter. Si tu as plusieurs centaines d'abonnés par jour, bon courage pour le setter. Il va Ok. partir en burn-out, le pauvre. Mais si t'as... Et ça dépend, en fait. C'est ça. Si tu mets un gros budget publicitaire, que tu as des leads moyennement qualifiés et que tu as un setter manuel, mais qui doit gérer énormément de monde et qu'en plus les gens sont relous, il va péter un câble parce qu'il va passer plus de temps à faire des relances qu'autre chose. Donc là, le setting IA, il a son importance. Parce qu'en vrai, il faut pas sous-estimer, les gars, comment vous traitez votre équipe parce que sinon, ils se barrent, en fait. Donc payez-les bien. Et pour les Hmm. payer bien, il faut que vos systèmes soient bons. Donc c'est surtout le problème en fait, c'est que un bon setter humain sera toujours meilleur un setter IA, je pense. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai vu aucune IA qui équivaut au setter humain.
Même les meilleurs que j'ai pu tester, ce que j'ai pu voir, j'ai jamais vu un truc qui vaut vraiment un bon humain. Mais néanmoins, quand l'humain il a trop de trucs à traiter, c'est compliqué. Mais après, une bonne agence pour un bon truc IA, ça coûte une blinde en fait. Donc, Ah enfin, à ouais? l'heure actuelle, je Ok. connais pas sur le marché français des solutions pas trop chères pour du setting IA et qui Ok, sera ok. abordable pour un business qui a moins de 10K par mois, par exemple. Ouais, Ok, ouais, non, c'est bah top. parce que sur mes vidéos, c'est vrai que sur les vidéos que je fais que en organique, quand j'envoie toutes des vidéos tous les jours, j'ai plus de 100 entre 100 et 50 nouveaux abonnés par jour. Et du coup, enfin, je les relance pas du tout. Donc, c'est vrai que, Franchement, bien payer un setter classique, ça passe encore pour ce nombre d'abonnés. ouais, bon, mais ça va. Ouais, Je vais regarder ouais, ça. en fait, c'est qu'il faut que tu le payes bien. Mais si le mec, il est gagnant dans l'histoire, normalement, il va Ok. rester. En fait, le truc, j'en profite pour faire un petit point management pour les setters. C'est un boulot qui est relou. En vérité, il n'y a personne qui aime faire du setting quasiment. Donc, partez du principe que c'est relou aussi pour eux, quoi. Et donc, si vous les Ah, payez pas bien et que vous les boostez pas un petit peu tous les jours, qu'ils n'ont pas des primes, etc., des objectifs à atteindre, des KPI clairs, qui savent que vous faites des choses pour que ça avance dans leur situation, ben, ils vont juste dire écoute, mec, je suis désolé, j'ai un autre contrat, on m'a proposé de faire du closing, ou alors j'ai un autre business que je voudrais lancer en parallèle, et vous aurez le même type d'objection que vous avez en appel de vente, quoi. Mais pour votre ouais, propre ouais. équipe. Et quand vous avez une acquisition qui marche bien, mais que vous perdez votre élément et que vous devez en former et en trouver un nouveau, c'est quand même relou. Donc, si c'est un humain, payez-le bien. Si c'est une IA, au pire, l'IA se plaindra pas, quoi. Qu'est-ce que tu appelles Et payer bien? ouais, Une Pardon. c'est la IA, question que j'allais poser. une IA qui fait le setting, Ah, quoi. non, mais qu'est-ce que tu appelles payer bien à cette heure? Calcule son taux horaire. Fais-le toi-même. Fais tes sessions à fond. Et dis-toi, si le mec il est en dessous de 20 balles de l'heure pour un travail pénible, il y a peu de chances qu'il reste. Grosso modo, moi, j'aime bien le faire comme ça. Après, ils vont pas tous calculer comme ça, mais c'est important de se rendre compte vraiment combien de temps ça prend, tu vois. Moi, je sais que mon setter, il y a un moment, il y passait quelque chose comme 5 heures par jour quand j'étais au pic du pic, il y a un peu plus d'un an. Et le mec, il avait pris 2 500 € sur un mois. Au mois, j'avais fait 16 ou 17 000. Donc, c'était très bien payé. Mais en attendant, le mec, il avait quand même charbonné, quoi. Il faisait 5 heures semaine. En vrai, 2 500, c'est pas si énorme que ça, sachant qu'il est auto-entrepreneur. Tu te dis, il a touché, peut-être, ça fait quoi? Ça fait 1 700, un truc comme ça. C'est pas choquant pour un Ouais, mec qui est bon. Donc, Non, moi, je pensais ok, ok. qu'ils étaient payés à la com. bah, ils sont payés à la commission. Mais arrange-toi pour que ta commission corresponde à peu près à un taux horaire qui est correct. Ah oui, d'accord. Tu auras toujours des variances. Il y a un mois, il va prendre beaucoup, il y a un mois, il va prendre moins. Mais si jamais il se rend compte qu'à la fin, même s'il a la commission, son taux horaire, il est éclaté, le gars, il Ok, va, il va râler, tu vois. ok, ok. Donc, c'est pour ça, calculez vraiment combien de temps ça vous prend pour être sûr. Salut Yoni, bonne journée. Pour être sûr du travail que ça demande et ensuite engagez-le et faites un truc clair et qui arrange tout le monde. C'est good? Ok, Ça répond à ta clair. Ouais, question? clair, clair. Ok. Nickel. Et d'ailleurs, au niveau du setting, que ce soit setting téléphonique ou setting message, dites-vous bien que le gars n'est pas responsable de votre closing. C'est-à-dire que lui, il est responsable de quoi? Il est responsable de vous envoyer des prospects en appel. Ça, c'est son job. Ou de qualifier des mecs de l'appel réservé pour un VSL en direct offer, pardon, de l'appel qualifié à emmener vers un appel où le mec va show up et va être au courant de enfin, le prospect, en tout cas, va savoir exactement pourquoi est-ce qu'il est là. Il est chaud, il est motivé parce que le setter l'a motivé. Mais du coup, si jamais vous payez un setter uniquement à la commission sur les ventes, mais que votre closer n'est pas bon, vous avez peut-être des bons leads. Le mec a bien fait son taf et à la fin du mois, il a une paye éclatée, voire zéro parce qu'il n'y a pas eu de vente. Mais c'est pas de sa faute, c'est votre responsabilité de le payer quand même. Donc c'est pour ça, moi je conseille de le payer plutôt sur, si c'est un setter téléphonique, un setter message par exemple, combien de personnes est-ce qu'il doit setter par jour par rapport à combien de personnes est-ce qu'il a envoyé en appel. Et ça, c'est son job. Et tant qu'il m'envoie des personnes qualifiées en appel, il sera payé. C'est un point important à noter. Faites pas que de la commission sur la vente. Et vous pouvez avoir une petite commission sur la vente. Mais le plus gros de son taf, oui, c'est de vous envoyer des gens en appel. C'est pas de closer. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Et dans l'autre sens, c'est pareil pour le closer, quoi. Payez votre équipe en fonction de leurs tâches précises, pas en fonction de toute l'équipe, comment ça marche.
C'était un peu brouillon, c'est clair? Ok, ok, ouais. Nickel. Donc, moi, par exemple, mes setters, ce que je faisais, c'est que je les payais en termes de nombre d'appels envoyés. Enfin, je payais un petit fixe, plus un gros variable en fonction du nombre d'appels qu'ils m'envoient, plus un petit variable en fonction de est-ce qu'on a fait des ventes quand même, parce que moi, ça me motive à faire Enfin, non, j'ai payé un petit fixe, un petit variable, pardon, en fonction du nombre de show-up. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent une première partie sur est-ce qu'ils m'envoient un mec en appel. Deuxième partie, est-ce que ça show up? Donc, si le mec a bien écrit ses messages, typiquement, il y a plus de chances que le mec soit chaud et qu'il show up. Plus un tout petit variable sur est-ce qu'il y a eu une vente derrière. Donc, en fait, vraiment, son taf, lui, c'est de qualifier les mecs et de les envoyer en appel. Pareil pour les setters téléphoniques. Moi, c'est ce que je vous recommande, c'est payez-le sur le nombre d'appels qu'il vous envoie, plus un deuxième variable encore plus important sur est-ce que le mec a show up? Parce que s'il vous envoie plein de gars et que les mecs disent oui, oui et ils viennent pas, bah en fait, c'est pareil. Lui, son job, c'était d'envoyer des mecs qui show up quand même et qui sont quali. Donc, d'abord, c'est petit paiement pour s'il envoie, gros paiement s'il a sa show up et petit paiement si en plus ça vend derrière. Parce que c'est pas son job à 100%, quoi. Voilà, ça c'est juste pour les paiements de l'équipe. Et du coup, je vais avancer, sinon c'est pareil, on va pas avoir le temps de tout finir. Ok, donc maintenant, au niveau de apporter de la confiance, personal brand, action, enfin et action humaine. On va en parler rapidement, j'en ai déjà parlé à plusieurs moments, mais grosso modo, on va partir du principe que vous êtes sur un social funnel. Il n'y a pas grand monde en VSL funnel là. Et si c'est un VSL funnel, ça ne change pas grand-chose dans tous les cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez apporter de la confiance avec votre organique. Ça, c'est logique. Les gens, ils veulent vous voir. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait un avatar client qui soit très bien travaillé et faut qu'il vous voit tout le temps. Grosso modo, c'est ça, et que vous incarniez vraiment la personne que vous montrez. Donc que ce soit dans les posts et dans les stories. Pour moi, le minimum en termes de posts, comme je disais, que ce soit dans les nouveaux posts et dans les reposts, c'est minimum 4 par semaine. Et en termes de story, c'est minimum une par jour ou tous les 2 jours, enfin une série de stories tous les jours ou tous les 2 jours. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en story, même si vous n'avez pas le temps, au pire, repostez un ancien contenu. Mais au moins, soyez actifs et les gens, faut pas qu'ils vous perdent de vue. Et deuxième point, les retargeting ads. J'en parle très rapidement. La vérité, c'est que c'est quand même plus technique à faire, etc. Vous pouvez mettre un petit budget en publicité qui va aller toucher votre audience qui est déjà abonnée à vous ou alors toucher l'audience qui a déjà cliqué sur vos publicités. Je ne vais pas rentrer dans la partie technique de comment est-ce qu'on les diffuse, mais juste dites-vous que c'est quelque chose de faisable. Donc, par exemple, si vous voulez qu'il y ait une présence à 100%, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais trouvé mes premiers clients sur StepUp, mais c'était mettre un petit budget, par exemple 5, 10 euros par jour, où tous les jours, il y aura, par exemple, envoie-moi tel mot-clé pour recevoir une vidéo YouTube, pour donner de la valeur. Ça peut être, voilà le témoignage de un tel, etc. Ça peut être un contenu organique que j'ai boosté pour que les gens voient ma personnalité, qu'est-ce que j'accompagne. Et donc, comme ça, en retargeting, en fait, vous mettez à peu près, donc le minimum c'est 90 centimes par publicité, et vous mettez en fait, c'est une campagne de retargeting, donc qui va toucher votre audience qui est déjà abonnée, plus ensuite un ensemble de publicités et une publicité. Un ensemble de publicités, une publicité. Et à chaque fois, chaque ensemble, du coup, diffuse 90 centimes de budget. Si jamais vous n'avez pas compris, bah venez me voir. Euh, donc, du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, ça va permettre que l'argent des campagnes ne se diffuse pas sur une seule publicité, mais se diffuse de 90 centimes par créative. Donc, au moins, vous êtes sûr qu'il y aura enfin, beaucoup de, comment on dit? Il y aura beaucoup de diversité dans les publicités que les gens vont voir. Et ça, c'est important, sinon ils vont vous voir tout le temps, toute la journée, et ils vont s'arrêter de... Enfin, vous allez juste les rendre fous, quoi. Donc voilà. Et si vous faites du retargeting, je pense au minimum, vous mettez 5 créatives, donc 5 fois 90 centimes, ça va. Avec différents trucs. Vous pouvez les varier souvent, c'est-à-dire les supprimer de la campagne, mettre une nouvelle, etc. si vous voulez varier. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens vous voient sous différents angles et vous allez voir que vous aurez potentiellement une baisse dans vos coûts par appel et une hausse dans la qualification. Alors, je vois, il y a une question. Ah non, je vais y aller. Ok, salut Mehdi, ciao, ciao. Ensuite, au niveau de la prise de rendez-vous, on va réduire les délais au maximum entre la prise de rendez-vous et les appels, plus les relances. Ça, c'est ultra important, notamment depuis, et là je reviens sur la géopolitique, j'ai l'impression, depuis qu'il y a de la guerre de partout, les gens ont beaucoup plus de mal à se tenir à leurs engagements quand ils réservent à l'avance.
C'est, je sais pas, comme si la fin du monde allait arriver dans les 3 jours qui suivent. Donc, si vous pouvez réserver le jour même ou réserver un jour plus tard ou 2 jours plus tard maximum les appels, c'est mieux. Et une autre solution que j'ai pas encore testée, mais qui serait possible, c'est un appel en R1 plus un appel en R2. Juste un petit quart d'heure pour préqualifier le call, pour éviter qu'il no-show justement sur l'appel principal de vente avec en fait comment est-ce que ça se déroulait? Ok, bah nickel, je vois tes enfin en message. Je vois ce que tu me dis, etc. Je sais que je peux t'accompagner. Ce que je te propose, c'est de se faire un appel. Est-ce que tu aurais juste 5-10 minutes là aujourd'hui? Comme ça, on s'appelle vite fait au téléphone. Il vous balance le numéro, vous l'appelez dans la journée. Encore une fois, c'est entre deux rendez-vous, c'est très rapide. Juste vérifier qu'il est quali. Et entre-temps, tu dis, ok, bah écoute, nickel, nous on va se faire un appel plus approfondi. Trop trop cool en tout cas ton objectif. Je sais qu'on va pouvoir aller chercher un max de résultats. Ce que je fais, c'est que tiens, je t'envoie tout de suite un message WhatsApp. Vous lui envoyez un message WhatsApp dans la conversation. Et d'ailleurs, tu me fais penser à Timéo que j'ai accompagné. Il a eu exactement les mêmes résultats que toi. Je t'envoie son témoignage. Attends, je t'invite à aller le voir. Tu vas voir, ça va clairement te parler, c'est sûr et certain. Aussi, j'ai une vidéo qui devrait t'intéresser. Je t'envoie tout ça. Donc, dis-moi si tu as le temps de les voir et tout. Et si la personne en appelle, il y a peu de chances qu'elle dise non, bah, enculé, je vais pas la regarder. Donc voilà, au moins vous l'avez en appel, le mec a un premier contact avec vous, il vous a humanisé aussi, super important. C'est-à-dire que là où il y a de plus en plus d'IA, etc., ben là il sait que vous êtes un vrai humain. Vous avez pris du temps pour lui alors qu'il a rien payé. Et donc il y a plus de chances qu'il show up tout simplement. Et donc avec lui au téléphone, c'est ok, nickel. Toi, t'es dispo quand à 100% où je suis sûr on peut booker 1 heure d'appel de coaching et où on démarre vraiment. Mais c'est quoi le prix? Bon, on s'en fout. On verra ça plus tard. T'inquiète pas. Le but, c'est déjà de voir si je peux t'accompagner à fond. Grosso modo, vous l'amenez comme ça. Et donc, du coup, en attendant, le but, c'est entre cet appel et le deuxième appel. Si vous pouvez le faire dans la journée, c'est encore mieux. Tu dis juste, bah écoute, prends le temps de regarder juste la petite vidéo. Est-ce que c'est bon pour toi si on cale l'appel aujourd'hui? Oui, super, on s'appelle aujourd'hui. Ou alors on s'appelle demain ou après-demain. Essayez de pas faire plus. Si le mec vous dit, bah je suis dispo ce week-end et il est lundi, vous êtes lundi, enfin, il est lundi plutôt. Dites-lui, ok, est-ce que t'as pas un moment plus tôt dans la semaine où on pourrait s'appeler? Est-ce que tu as un temps mercredi, par exemple? Ah ouais, mercredi, ben peut-être, mais c'est un peu tard. C'est pas grave, on le prend, tu vois. Mais en gros, l'idée, c'est de les avoir le plus rapidement possible. Et j'ai pas testé ça, mais c'est une solution envisageable. C'est que j'y ai réfléchi avec Raphaël il y a quelques jours là. Donc voilà. Ensuite, post-réservation, donc c'est-à-dire après la réservation, il y a une page de confirmation et de la valeur que vous devez envoyer à BAL avec vidéo de confirmation, vidéo sur la méthode avec témoignage et transformation, témoignage, question-réponse, plus brochure. Et là, je vais couper le partage et je vais vous faire un autre partage. Il est. Où est-ce que je l'ai mis? Ben non, en fait, j'étais au bon endroit, je crois. C'est juste que c'est caché par votre tête. Alors, attendez. Hop. Ouais, ici. Donc, du coup. Ah mince, attendez, je sais pas si vous le voyez, je suis en train de me battre avec la barre de, avec la barre de Zoom. Hop. Ok, parfait. Donc, du coup, on va aller sur la page de confirmation. Donc là, c'est la page de Raphaël, le coach des bons vivants. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais ah oui, alors on va pas l'afficher comme ça. On va faire modifier la page et on va l'afficher au format téléphone parce que c'est ça qui compte. Grosso modo, comment est-ce que ça se passe? Une bonne page de confirmation, c'est félicitations d'avoir réservé ton appel. Fais ces trois importantes avant l'appel. Après, la façon dont vous écrivez les choses, etc., c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais grosso modo, c'est ça. C'est, OK, il y a trois petites étapes importantes. Étape un, regarde cette vidéo de 1 minute. Là, le but, c'est de mettre un minimum de friction. La personne n'a pas peur de regarder une vidéo d'1 minute. Même si la vidéo, elle dure 2 minutes 30, on s'en fout. Elle dure 1 minute sur le papier. Et donc, dedans, vous allez dire, enfin, donner les instructions le plus clairement et rapidement possible et de la valeur sur l'appel. C'est-à-dire que les instructions, c'est OK, trop cool, tu vas voir dans cet appel, tu vas avoir énormément d'informations pour que tu puisses te transformer. Le but, c'est qu'à la fin de l'appel, tu aies déjà un plan d'action, que tu saches quoi mettre en place, etc. pour avoir un maximum de résultats. Et donc, du coup, il tombe sur cette vidéo-là. Dans la vidéo, à la fin, tu dis, d'ailleurs, n'hésite pas à regarder ma brochure juste en dessous et à confirmer ton rendez-vous sur WhatsApp ou alors à regarder la vidéo si c'est pas encore fait. Donc, enfin, ça dépend de comment est-ce que vous faites votre page de confirmation, s'il y a une brochure ou pas. Mais grosso modo, c'est ça. C'est vidéo très courte, full valeur sur l'appel. Ça va être incroyable. Tu vas obtenir ça, 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 ça. D'ailleurs, pense bien à être dans un endroit calme. Pense bien à noter le rendez-vous tout de suite dans ton emploi du temps parce qu'on ne pourra pas le reprogrammer sinon. Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Et confirme bien ton appel. Il finit la vidéo. Étape numéro 2, télécharge la brochure PDF, patati patata. La brochure PDF,
Est-ce que je peux vous la montrer? Est-ce que je peux cliquer dessus? Techniquement, non. Faut que je la trouve ailleurs. Mais c'est pas grave, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Vous allez faire une brochure. L'idée, c'est que ça fasse entre 4 et 10 pages maximum. Et dans cette brochure, vous allez simplement expliquer votre méthode. En gros, c'est ce que vous dites déjà dans votre vidéo de confirmation juste en dessous, ici. Donc, la vidéo de confirmation, c'est l'équivalent de la VSL, pas une VSL pour trouver des clients, c'est vraiment la VSL post-réservation, où vous allez dire, voilà, j'ai accompagné telle personne, voici les résultats. Donc, full, preuve sociale, plus voici la méthode qu'on a utilisée exactement pour un tel, on a mis ça en place, etc. Et donc, en fait, vous allez le mettre dans la brochure. Le but, c'est juste d'avoir un support écrit et un support visuel. Et je vous jure que même si les gens la survolent, ils voient beaucoup plus de valeur que notre vidéo. C'est une folie. Donc, moi, je pensais que maintenant que le format vidéo marchait, mais en fait, dans les formats écrits, ça revient comme quoi le business, c'est des cycles. Et voilà, donc la brochure, hyper intéressante. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. En plus, surtout avec Claude, etc. Canva, ça va très vite. Donc, vous écrivez, vous donnez toutes les infos à Claude, vous dites de faire un modèle Canva, vous reliez à Canva, et ça va vous sortir un modèle bien que vous pourrez modifier derrière. Ensuite, étape 3. Donc moi, ce que je fais, là, c'est pas obligé. Soit l'étape 3, c'est la vidéo, soit l'étape 3, c'est envoyer un message sur WhatsApp. Moi, j'aime bien de leur dire, clique ici pour m'envoyer un message sur WhatsApp et confirmer ton appel. S'ils le font pas, c'est nous qui le confirmons manuellement sur WhatsApp. Donc voilà, c'est important de le faire aussi. Alors, je dois y aller, ok, tac. Ciao, ciao, Laurent. Bonne journée. Ok. Ouais, donc pensez bien à confirmer, enfin, pensez bien à mettre ça, ou alors mettez directement l'étape 3 qui est votre VSL, une vidéo qui dure donc entre, on va dire, 8 et 15-20 minutes maximum, où vous allez expliquer votre méthode, comment, enfin, les résultats que vous avez déjà eu, etc., comme je disais juste avant. Et le but, c'est de montrer de la valeur dessus. Si c'est toujours pas fait, découvre notre méthode. Alors là, c'est qu'en fait, on ne l'a pas encore tourné à VSL. Donc c'est la VSL, c'est la même VSL que la vidéo sur laquelle il tombe quand il clique sur la pub. Mais à terme, ça sera une vidéo différente du coup. Et je t'invite à voir la vidéo avant notre appel afin que tu comprennes notre approche et que tu puisses nous poser des questions par la suite. Donc le but, c'est de montrer que grâce à cette vidéo, ils vont avoir encore plus de valeur et qu'ils vont pouvoir poser leurs questions. Pareil, la structure de la VSL, je l'ai déjà détaillée dans Step Up. En vrai, elle n'a pas trop changé. Donc, vous pouvez reprendre la même. Et puis, donc là, j'ai fait passer en bonus pour pas que ça fasse peur de mettre 4 étapes. J'ai mis 3 étapes plus bonus. Mais si vous n'avez pas le truc WhatsApp, vous pouvez mettre directement étape 3 et c'est celle-là. Et ensuite, question fréquente. Et là, vous allez voir que c'est intéressant. Vous allez vous dire, ça va faire beaucoup, c'est too much en termes de vidéo, mais plus vous allez apporter d'éléments que les personnes peuvent consulter, plus ils vont avoir, enfin plus ils vont voir de valeur et plus, enfin meilleurs seront les résultats. Donc en fait, pour chaque question qu'il peut y avoir, est-ce que ça a marché pour moi? La personne peut cliquer et va tomber sur une vidéo explicative qui dit oui parce que ça, ça. Le but, c'est de casser toutes les objections que vous avez fréquemment en appel. Combien est-ce que ça coûte? Donc pareil, le coût dépend de patati. C'est les mêmes choses que vous allez dire en appel. Est-ce que je peux me priver, enfin, est-ce que je dois me priver de mes plaisirs? Non, puisque notre méthode repose sur un équilibre, patati patata. C'est toujours pareil, c'est la même mécanique que ce que vous allez dire en appel, mais simplement, vous pouvez pré, euh, enfin, désamorcer plutôt des objections en les mettant sur une page de confirmation. Évidemment, il y a peu de gens qui vont les regarder, ces vidéos-là. Mais le peu de personnes qui vont les regarder, ça va répondre à leurs questions. Et deuxième avantage, c'est que le lien de ces vidéos-là, vous les gardez. Et si sur WhatsApp, la personne a une question, tu dis, bah attends, je t'envoie justement une vidéo qui répond à cette question-là. Et donc, au moins, vous allez avoir des gens qui vont être chauds. En tout cas, ils vont dire que vous avez répondu à toutes leurs questions avant de venir en appel. Et l'appel, c'est simplement une formalité où vous allez montrer que la personne a un problème, qu'elle ne peut pas y arriver seule, qu'il y a de la douleur, et donc il faut qu'elle passe à l'action. Et ensuite, donc là, on a tous les témoignages, donc évidemment, mettez-en le plus possible. Grosso modo, c'est ça, une page de confirmation à l'heure actuelle. Et si vous n'avez pas toutes ces étapes-là, bah, faites-en au moins le maximum. Typiquement, pour moi, le plus simple, c'est brochure très simple à mettre en place, témoignage, un maximum. Questions-réponses. Au pire, si vous n'avez pas le format vidéo, vous le faites au format écrit et le temps de tourner la vidéo. Les vidéos, ça peut juste être un face cam très naturel où vous répondez à la question. Il n'y a pas besoin d'un montage de fou, etc. La personne, en fait, elle va t'écouter parce que c'est comme si elle te posait la question. Quand on pose une question à une personne, ben, souvent on attend la réponse. C'est pas comme si elle n'avait pas eu le choix que d'écouter cette vidéo-là, comme par exemple une VSL. Et donc voilà. Et niveau closing, donc du coup, là, c'est les dynamiques de marché.
On en reparlera à la fin du coup, Gilles, je suis curieux. Moi, je trouve que quand même, pour 95% du marché, le prix est tiré à la baisse. Donc, c'est pour ça que c'est important de revoir son offre. Pourquoi est-ce qu'il est tiré à la baisse? En fait, c'est deux choses. C'est le prix est tiré à la baisse parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Et le prix est tiré à la baisse parce que les gens ont peur de s'engager. Donc, en fait, c'est même pas le prix qui est tiré à la baisse, c'est la durée d'engagement qui est tirée à la baisse. Donc, ces deux théories, on va dire que je suis en train de tester au fur et à mesure. Je préfère me dire qu'il vaut mieux vendre plus à un plus petit prix que pas vendre du tout. C'est un petit peu la théorie. Maintenant, évidemment, ça, c'est indépendant du fait que si vous avez une offre qui est extrêmement intéressante, que vous avez une bonne garantie, que vous apportez énormément de confiance à votre marché, que vous avez une personal brand qui est fort, que les gens s'accrochent à vous, qui croient à fond en votre méthode, etc., évidemment, vous pouvez toujours vendre cher. Mais encore une fois, je parle à 90% du marché. Je pense que littéralement, vendre au-delà de 300 euros par mois, ça devient quand même compliqué. Et donc, moi, personnellement, là, j'ai arrêté cette industrie-là à l'heure actuelle pour me concentrer sur un autre projet au Maroc. Mais si jamais je devais reprendre aujourd'hui, je baisserais légèrement mes prix pour arriver à vendre plus, avoir toujours plus de trust, de preuves sociales, etc. Notamment si vous n'en avez pas beaucoup au début. Et encore une fois, faut juste revoir son offre aussi. Ça se trouve, vous pouvez vendre moins cher, mais vendre plus. En optimisant un petit peu vos coûts publicitaires et en ayant moins de coûts par acquisition client, vendre à peut-être 50% de taux de closing et au final être complètement gagnant dans l'histoire parce que vous sortez des meilleures marges. Donc ça se trouve aussi votre modèle de coaching est un petit peu à revoir. Peut-être qu'en utilisant l'IA, peut-être qu'en utilisant de nouveaux outils, d'autres applications de coaching, vous pouvez descendre, on va dire, votre temps de travail par client et donc ça permettrait, si vous voulez après déléguer cette tâche-là à un coach, par exemple, un autre coach qui le fait à votre place, le payer un petit peu moins cher puisqu'il a moins de travail à faire. Encore une fois, partez du principe qu'il faut quand même que la personne soit gagnante. Mais vous pouvez potentiellement réduire les coûts. Et ensuite, évidemment, on a l'onboarding du client plus le coaching avec Upsell. Alors, pour l'onboarding, il n'y a pas des énormes changements, mais je remets juste un point d'honneur sur faites-le bien. Quand la personne paye, déjà qu'elle n'a pas confiance, qu'elle a claqué un max de thunes dedans, faites-lui le plaisir de bien l'onboarder, le gars, et qu'il voit instantanément la valeur. Faut que ce soit clair, faut qu'il ait tout de suite de la valeur qui soit apportée. Ça peut être le mettre directement en application, lui donner tout de suite une chose à faire, une chose qui l'engage dans l'accompagnement. Après, même à la fin de l'appel de closing, faites-le revalider les choses pour lui dire, OK, trop cool, bah écoute, redis-moi juste, c'est quoi qui t'a poussé à passer à l'action? Ah ouais, c'est que je me sens pas bien dans mon corps. OK, bah écoute, trop cool, ça on va en faire une force, tu vois. Et tu le remotives, le gars, et tu dis, je t'envoie tout de suite la vidéo qui t'explique comment ça marche, remplis ce questionnaire-là, tu lui envoies tout de suite. Et vraiment, tout se fait pendant l'appel, ou en tout cas, dans la minute qui suit, il faut que l'onboarding soit fait, ou en tout cas, il faut qu'il soit prévu et que la personne ait quelque chose à se mettre sous la dent. Et une grosse partie de vos résultats dépend d'ailleurs de votre onboarding. Si la personne, vous mettez l'énergie dessus, vous allez voir qu'ils vont rester beaucoup plus fidèles et rester beaucoup plus longtemps en coaching. Et donc, du coup, coaching avec upsell, alors là, c'est pareil. J'ai pas de solution miracle. Sur du présentiel, c'est facile d'upsell les gens et de les garder longtemps. Sur du en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, potentiellement, c'est intéressant de vous pencher sur la question de comment est-ce que je pourrais garder mon client plus longtemps en lui proposant quelque chose de différent. Mais la vérité, c'est que j'ai pas de solution miracle. C'est juste une tendance de marché. C'est-à-dire que si vous payez vos clients plus cher, en quelque sorte, puisque les coûts publicitaires sont plus chers, ou que même si c'est de l'organique, il faut mettre plus d'efforts, plus d'énergie, payer un setter plus longtemps parce qu'il doit faire plus de conversations pour signer un client. Mais dans ce cas-là, arrangez-vous pour augmenter votre panier moyen, surtout si vous tirez votre prix à la baisse. Donc voilà, réfléchissez à ça, pourquoi pas upsell derrière, ça peut être intéressant. Et on a fini sur ce bloc sur l'apport de confiance. Donc, comme d'habitude, je vous laisse aux questions. Moi, j'ai une question, Léon. Yes, salut Alexandre, je Salut. t'écoute. Moi, moi, j'ai envie de voir l'intervenant qui va remplacer Stripe. Ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est après ça. C'est après. Vas-y, Faut que tu sois vas-y. patient. Je vois, il y a Danny qui est dans l'appel. C'est lui le boss des, Hello. des techniques machiavéliques. Non, je rigole. Mais c'est à la fin. Ok. À part les questions hors sujet comme Alexandre qui est pas du tout concentré, je rigole. Qui a d'autres questions? Ça va, tu vas bien? Salut Ouais, Naïm. Ouais, j'avais une petite écoute. question. Rappelle-moi, t'as vu la brochure, c'était un peu intéressant. Moi, je sais que j'ai fait
Après la réservation d'appel, il y a bien la vidéo qui apparaît et tout. Mais Hmm. j'ai pas ce que tu as énuméré là. C'est quand même une obligation. Vous me quand même que je le fasse pour apporter plus de. Parce que j'ai tout ce que tu as dit, je l'ai déjà fait. Il est en Ouais. place. Après, tout est nickel et tout pour qu'il y ait plus de clarté pour le prospect. Mais après, ce petit truc-là, je n'y ai pas. Il faudrait quand même, je le mette quand même En vrai, c'est facile. Tu fais ça en Ouais, une demi-journée, tu vas un maximum. Et encore, je suis d'accord. large. Donc, moi, je te conseillerais de le faire parce que c'est un gros plus. On a vraiment beaucoup de gens qui en appellent, nous disent, ah bah j'ai vu ta brochure, ça m'intéressait. Alors que la vidéo, ils en parlent même plus. Mais en même temps, il y a tellement de coachs qui font des vidéos que j'ai l'impression que se démarquer avec une bonne vidéo, c'est compliqué. Ouais, C'est pas impossible. Gilles, il va me tuer en plus si je dis ça, alors que le pauvre, il, il fait de l'organique, il déchire tout avec l'organique. Mais, euh, mais je pense que se démarquer avec un truc où il n'y a personne sur le marché, c'est toujours plus simple. Et d'ailleurs, je le vois. Pour vous dire un petit peu, parce que j'en ai parlé, je suis au Maroc ici, je lance une conciergerie Airbnb. On n'a pas les meilleurs process du monde. Même moi, je découvre encore ce marché-là. Par contre, sur tout Marrakech, on a juste fait, enfin, c'est un océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a quasiment personne sur le marché. Donc en fait, quand je fais une publicité et que je mets des process plus simples que ce que je vous ai montré largement en place, les gens, ils me font tous confiance. Pourquoi? Parce que je suis le seul. Je suis le seul boss qui a fait des choses en place ils avaient jamais vu ailleurs. Et les gens, faut voir, ils pètent un câble. Ils sont là en mode, mais c'est une folie, Léo, ce que tu m'as fait. J'ai fait une vidéo de 10 minutes qui explique combien ils peuvent avoir avec leurs biens, quoi. C'est tout. Et bon, même si on s'en fout de mon marché, c'est juste pour vous dire que plus vous avez un marché qui est ouvert, plus, enfin, moins vous avez besoin de mettre des choses en place. Plus le marché est technique, plus vous devez être pixel perfect, vraiment faire les choses parfaitement bien. Et donc, pour moi, la brochure, ça fait partie du jeu. Tu peux d'accord. faire 100, mais autant Ouais, mettre les ouais, chances mais de ton côté, tu vois. c'est Si clair. ça te permet d'aller chercher une ou deux ventes par mois, voire trois, bon bah en plus, même si c'est une vente au bout de 2 mois, mais c'est pas grave, tu auras récupéré 1400 balles sur un truc qui t'aura pris 2 heures à faire, quoi. C'est clair. Donc moi je conseille Et la ça, brochure. je le fais à partir de Canva normal, quoi. Ouais, c'est ça, Les vraiment trucs. juste un truc Ouais, très simple. Ça présente des résultats clients. Nous accompagnons telle personne. Voici ce qu'on met en place, l'application, machin. Ça présente un petit peu. Point, et c'est tout. Et du super. coup, Ok. on parle de. Évidemment, vous mettez pas votre prix. À la fin, vous dites on reparle de tout ça en appel ou quelque chose comme ça. Ou réserve un appel si vous voulez. Enfin, vous pouvez faire deux versions. Une version que vous pouvez même envoyer sur Insta, par exemple, que vous mettez sur un drive et vous envoyez le lien du drive si les personnes ont des questions. Ça peut se tester. Je l'ai pas testé encore, mais l'idée, c'est que vous apportez quelque chose de différent du marché. C'est clair. Ok, Et ok. c'est un moyen de se démarquer. Exactement, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Personne? Ok, je vous laisse encore 30 secondes sur tout ça. Non? Personne? Ok. Eh ben, on avance alors. On avance, on avance. Je remets li- le live. Hop, partagé. Alors, media buying avancé. Là, les gars, accrochez-vous. On va aller sur la partie un petit peu plus technique. Alors, je dis avancé, en vrai. Bon, ça va, on n'est pas sur du haut niveau de campagne, mais je vais quand même parler de dynamiques qui ont un petit peu changé et de choses que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, alors déjà, qu'est-ce que c'est un pixel? Un pixel, grosso modo, c'est... Attendez, vous n'avez pas besoin d'être là-dessus. Je vais même vous couper le partage, au moins vous serez concentré. Grosso modo, un pixel, c'est quoi? C'est un espion. Voyez-le comme ça, c'est un espion que vous allez mettre sur une page Internet, par exemple. C'est-à-dire que cet espion-là, il va collecter de la data. Donc, quand il y a quelqu'un qui clique sur votre page, il vient de Instagram, donc il a un IP, il a des informations qui lui appartiennent. Bref, Instagram, ou en tout cas Meta, lui a attribué une identité. Ensuite, cette personne-là clique. Elle clique sur votre page, elle arrive sur une page de confirmation. Et là, il y a un pixel. Et bien, en fait, cet espion-là, il va collecter l'information de tout ce que représente la personne, en gros. C'est-à-dire quels sont ses centres d'intérêt, quel âge elle a, c'est quoi son activité sur les réseaux, etc. Et en fait, elle va garder l'information en mémoire et elle va cumuler avec plein d'informations de toutes les personnes qui vont arriver sur cette page. Voilà, le pixel, il a une mémoire infinie. Et donc, en fait, il va récupérer cette data-là. Et cette data-là, elle va nous servir, par exemple, derrière à créer une audience de personnes qu'on va aller toucher, où on va dire, ben, on cherche des personnes similaires à toutes ces personnes qui ont cliqué.
Et donc lui, il va se dire, ah ouais, donc il avait telle information, telle information, telle information, lui, il a ça, 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 lui, il a ça, 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 ça. Ah bah je vois qu'il y a une similitude au niveau de ce centre d'intérêt-là, par exemple, au niveau de cette tranche d'âge. Donc moi, je vais chercher des gens qui lui ressemblent. Vraiment, c'est ça. Dites-vous, un pixel, ça sert à ça. C'est pas ultra compliqué dans la théorie, par contre, ces techniques sera mise en place. Donc, alors attendez, je reviens juste sur ma page, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, l'utilité. L'utilité, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Je pense que ça peut être une réponse importante à la hausse des coûts publicitaires, c'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué d'aller toucher des personnes qualifiées. Donc potentiellement avoir un bon pixel, c'est-à-dire pouvoir dire, plutôt que de dépenser du budget dans tous les sens, va dépenser du budget vraiment auprès de cette audience-là, même si votre enchère est la même en quelque sorte. Mais en attendant, il sait vraiment chez qui montrer la publicité. Donc potentiellement, vous aurez une baisse des coûts publicitaires. Et comment est-ce que vous pouvez l'activer dans votre campagne? C'est pas compliqué. Alors, enfin, c'est pas compliqué. Faut aller dans gestionnaire d'événements. Dans gestionnaire d'événements, vous allez faire donc un ensemble de données, autrement dit un pixel, et vous allez avoir un code que vous allez pouvoir copier sur votre page. Pour le coup, il y a des tutos YouTube qui vont l'expliquer en détail. Là, on va pas perdre de temps dessus. Ou même, bah, sinon, écoutez, rejoignez Step Up et venez dans les lives et on le fera en live et ça se passera bien. Ou alors, venez en coaching one-one, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous placez votre pixel sur votre page et à partir de là, vous allez connecter la donnée, enfin les données. Autre chose que j'ai pas dit tout à l'heure, ah oui, c'est important de le noter. Je vais couper mon partage juste pour vous redire ça. Les liens de réservation Calendly iClose que vous envoyez dans la discussion, notamment en setting message, réservent beaucoup moins qu'avant. Les gens ont l'habitude, ça fait trop commercial. Donc, si vous pouvez réserver en disant manuellement quand est-ce que tu es disponible, etc., vous verrez que votre coût de réservation va être diminué quasiment par deux. C'est une folie furieuse. Alors, il y aura peut-être un tout petit peu plus de déchets dans l'histoire. Mais en attendant, vous allez quand même avoir des coûts bien, bien, bien réduits en termes de coûts par appel réservé. Donc ça, c'est le premier point. Mais du coup, là où avant, vous pouviez mettre votre pixel justement sur la page post-réservation, c'est plus le cas. Donc ce que vous faites, c'est que sur Instagram, vous envoyez votre page de confirmation et il y aura le pixel à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire que les gens que vous considérez comme très qualifiés, vous envoyez cette page-là. Et donc à chaque fois qu'ils vont cliquer, vu qu'ils cliquent depuis Insta vers votre pixel, vers votre page, pardon, le pixel s'active. Et à la limite, vous pouvez dupliquer la page et ne pas mettre le pixel sur la deuxième page. Et au moins, s'il y a quelqu'un, vous sentez qu'à moitié qualifié, ben, vous pouvez tout simplement l'envoyer vers cette page-là, cette seconde page sans le pixel, et au moins, vous n'allez pas polluer votre pixel en envoyant des informations de quelqu'un pas très qualifié. Alors, c'est un petit peu une stratégie à la mano. Mais c'est important. C'est important. Plus vous aurez de data, plus vous pourrez l'utiliser derrière. Donc voilà. Je fais juste cette petite aparté-là. Réservez bien les appels à la main. Et justement, une IA setting ne peut pas le faire. Ouais, Loïc, t'es encore là. Voilà. Donc je te le dis, une IA setting, ça peut pas le faire. Donc c'est l'un des désavantages aussi. Même s'il y a d'autres avantages. Mais pour ce truc-là, en tout cas, on peut pas. Ok, Ouais, ok. ouais, ok. J'ai vu que tu avais mis ton micro, je savais pas ce que tu voulais dire. Ensuite, donc au niveau du pixel, c'est très simple. Vous allez le mettre. Alors ici, au niveau de la campagne, il n'y a rien à faire. Au niveau de l'ensemble de publicité, je vérifie, mais je crois pas qu'il y ait quelque chose à faire non plus. Tac, tac, tac. Placement, donc non. Là, si, au niveau de la publicité, à la limite, c'est que vous pouvez faire une audience similaire. Pareil, je vais pas passer de temps dessus, mais au lieu de l'audience ici, vous pouvez faire utiliser une audience. Alors, c'est pas l'audience recommandée. Audience enregistrée, en fait, ici, vous allez récupérer votre audience, par exemple, qui correspond au 1% des gens similaires aux personnes qui font partie de votre pixel. Donc, vous aurez une audience qui est beaucoup plus ciblée. Voilà, et vous pourrez désactiver l'Advantage Plus par-dessus, évidemment. Donc, voilà. Et ensuite, au niveau des publicités, des créatives, donc vous allez aller tout en bas. Et ici, vous aurez deux choses. Première chose, c'est événements de site web. Donc là, vous pouvez cliquer pour activer l'événement de site web. C'est-à-dire que là, c'est typiquement ce que vous voulez faire. Si vous placez le pixel sur une page de confirmation, votre pixel doit apparaître ici. Donc, vous avez un ID à votre pixel, c'est un ID, un ID, ouais, un ID. Il y avait une identité numérique à votre pixel, donc vous vérifiez bien que vous avez mis le bon sur la page de confirmation et ici, et vous l'activez. Et le deuxième truc, c'est l'événement CRM, et ça, c'était pas le cas avant, mais c'est une folie furieuse pour tout ce qui est des formulaires. Donc, vous savez, des fois, alors je vais pousser, hop, votre tête ici. Là, si on regarde, est-ce que je peux vous le montrer ici? Le formulaire. Ouais, ici. Donc, on a un formulaire comme ça.
Moi, c'est de la publicité que je fais en ce moment. Donc, on a un formulaire qui est intégré à Meta. Ah, Naïm qui veut rentrer dans le live. OK. On a un formulaire qui est intégré à Meta. Donc, si vous avez par exemple un VSL funnel en indirect offer, et donc les personnes vont rentrer leurs informations, notamment, alors là j'ai plein de questions, mais vous potentiellement il y aura que ça comme info. Et donc du coup c'est full name, phone number, email. Et en fait, une fois qu'on a ces informations-là, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est des leads. Et quand vous activez le événement CRM, ça va envoyer les leads qualifiés que vous allez sélectionner à la main vers votre pixel. Donc, comment est-ce que ça se configure grosso modo? Ah mince, j'ai cliqué, je voulais pas. Tac. Je vais arriver. Hop, tous les outils. Donc, vous allez avoir formulaire instantané. Donc, ça, c'est le formulaire instantané qu'on vient de voir. Et il y a un endroit, c'est centre de prospect. Donc, du coup, je clique sur le centre de prospect. Et donc, ici, donc on va avoir tout ça. Là, j'ai par exemple 497 leads à évaluer. Ouais, je ne les ai pas bien triés encore, ceux-là. Mais tout cela, par exemple, on a Faisal qui est qualifié. Soit je le mets dans non qualifié, soit je le mets dans qualifié, soit je le mets dans converti. Qu'est-ce que c'est ça a comme utilité? C'est que donc, par rapport à votre formulaire, plus vous allez avoir de leads, en fait, ça, c'est des personnes qui sont qualifiées, ou je sais qu'ils sont qualifiés parce que j'ai parlé avec eux, potentiellement, je les ai closés, etc. Et donc, du coup, ces personnes-là, ils vont, pour tous les campagnes qui vont utiliser ce formulaire-là précisément, ça va reprendre la data de ça. C'est comme un pixel en fait. C'est tous ces mecs-là, c'est comme s'ils avaient envoyé l'information pixel. Nous sommes qualifiés, donc maintenant, dès qu'on utilise ce formulaire-là, on veut des mecs similaires à nous. C'est ça. Donc en fait, et là, on voit clairement une hausse de la qualification. Si vous triez donc dans soit non qualifié, soit qualifié, vous allez voir sur la longue durée une hausse quand même, franchement, de la qualification des leads. Et donc, si je reviens sur le gestionnaire de publicité, alors, tac, gestionnaire campagne. Vous voyez bien ma page? Oui, si c'est bon, vous voyez ma page depuis tout à l'heure. Je parle pas dans le vide quand même. Ah non, c'est bon. Ok, parfait. Et donc du coup, au niveau de la campagne, si je reprends donc où j'étais tout à l'heure, tac, sur mes publicités, ici on a donc événement site web, ça c'est quand quelqu'un clique dessus, mais on a également événement CRM. Donc là en fait, dès que je vais mettre quelqu'un dans qualifié, oui, donc qualifié, donc c'est ça, soit qualifié, soit converti. Tout simplement, ça va envoyer l'information de mon CRM à mon pixel, comme quoi c'est quelqu'un qualifié. Donc, mais sauf que là, le CRM, c'est uniquement par rapport à votre formulaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire un nouveau formulaire, vous pouvez pas réutiliser la data du formulaire, du CRM. Par contre, si jamais vous activez l'événement CRM, là, ça va envoyer les informations et à votre CRM, donc à votre lead form intégré. Donc lui, c'est sûr, il va se charger, il va être de plus en plus pertinent. Mais également, vous pourrez envoyer l'information à votre pixel. Et donc, du coup, vous pourrez réutiliser le pixel plus tard pour s'en servir pour n'importe quelle autre campagne avec l'audience du CRM. Donc, en fait, c'est-à-dire que manuellement, même s'il y a eu des échecs, enfin, que vous êtes planté, que vous avez mis en qualifié, non qualifié, etc., vous pouvez les inverser, les remettre et ça envoie l'information au pixel. Donc c'est juste une folie furieuse, il n'y avait pas ça avant. Et donc vous pouvez mettre les deux. Par exemple, vous pouvez activer l'événement de site web. Donc s'il clique sur le site, ça envoie l'information, plus l'événement CRM. C'est pas un problème. Mais en tout cas, derrière ce pixel-là, on pourra en faire un tas de choses, que ce soit pour du retargeting, donc c'est-à-dire retoucher une audience qui a déjà été touchée, que ce soit pour plein de trucs. Bref, c'est une folie furieuse et c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'était un petit peu technique, c'était la partie media buying, mais c'est important à comprendre. Personne? Est-ce que c'est possible de ne pas l'avoir, l'événement CRM, Léo? Parce que je viens de vérifier, moi j'ai que l'événement de site web, j'ai pas l'événement CRM. Est-ce que ça dépend de la mise à jour ou pas du tout? Aïe, pas de bol. Ouais, c'est possible. Vive bêta. Donc, Ouais. pour ceux qui savent pas, bêta, des fois, il en fait casse sa tête, pardon. Donc, je pense que c'est ça. Ok. On pourra voir après, mais, Ouais, mais ouais, je ouais, pense que ouais, t'inquiète. t'as juste pas la mise à jour. Ok. Ah, mais non, mais attends, événement, non, mais c'est normal. Non. Événement CRM, c'est que sur les campagnes où t'as un lead form. Oui, bah, c'est ce que je regardais, tu sais, moi pour ma campagne en Ah, face à pas de face, bol. je regardais si je l'avais. Et donc j'avais un lead form et je l'ai pas. Ok, bah pas de bol du coup.
Mais Yes. dans ton cas de figure, tu n'en as pas forcément besoin. C'est surtout pour ceux qui ont un funnel VSL et qui voudraient remettre sur Ouais, de ouais. leur, enfin, sur du social funnel ou sur changer de VSL funnel ou peu Ouais, ouais. importe. Donc en Yes. vrai, tranquille, c'est pas trop grave pour toi. Mais oui, des fois, il n'y a pas la mise à jour. C'est méta, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne. Je parle de trucs techniques et bon, bah tant mieux. C'est que ça a l'air clair. Ok. Et ben, dernier point, du coup, on va arriver sur la conclusion finale. Tac. Est-ce que vous voyez bien Bah non, mais en fait, on a fini. Ah non, pardon. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un autre truc. Ok, donc ma vision du marché pour 2026 et plus. Grosso modo, c'est quoi? 80% du business de coaching en ligne va s'écrouler. Enfin, pour les coachs sportifs, je parle, parce que le marché est saturé. Pour les thérapeutes, c'est les mêmes stratégies. Vraiment, tous les thérapeutes qui verront cette vidéo, faites exactement la même chose. Ça marche exactement pareil, hein. Mais pour vous, ça va marcher, coup de bol. Mais pour les coachs, c'est plus technique. Donc, grosso modo, si jamais on n'arrive pas à traquer de l'information dès maintenant pour pouvoir toucher les bonnes personnes par la suite, si jamais on n'a pas des process qui sont avancés, si on n'a pas assez de preuves sociales ou si on n'a pas assez enfin, de choses en place, je crois que ça va être cuit pour vous. Voilà. Donc, je préfère le dire. J'ai plutôt une vision assez pessimiste à l'heure actuelle, mais c'est juste que le marché est très avancé, très compliqué maintenant à aller chercher. Il y a beaucoup de concurrence. Donc en vrai, c'est pas grave, hein. Encore une fois, il y a le 10% qui va survivre et qui va aller chercher des très bons chiffres. Faut s'appuyer justement sur le fait que la plupart des gens n'auront juste pas ces connaissances-là ou alors ne les mettront juste pas en place. Et donc si vous faites le taf, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Mais c'est quand même des choses à prendre en compte. Et également, du coup, deuxième possibilité, c'est de partir sur un format plus hybride. Si vous êtes sûr d'habiter toujours au même endroit et que vous n'êtes pas sur du coaching purement en ligne, dans ce cas-là, pourquoi pas faire par exemple des rencontres en physique et dire j'ai plus de place sur le coaching physique. Par contre, si tu veux, moi j'ai du coaching en ligne. Et donc vous faites pourquoi pas un bilan physique par mois ou même pas, mais juste vous rencontrez les gens physiquement pour leur vendre. Ça apporte beaucoup plus de confiance et vous pourrez vendre beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est les deux possibilités que j'ai. Ou alors sinon sur du coaching en ligne, encore une fois, il y a toujours un petit pourcentage des gens qui vont vendre très cher, mais la plupart des gens ne pourront juste plus vendre en ultra étiquette comme à l'époque. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux vendre à 249 par mois, par exemple, sur 3 mois et upsell sur 3 mois de plus, ou même de vendre sur 6 mois, plutôt que de foirer 4 ventes sur 5 à 1900 pif, 2000 pif, 3000 pif. Pif, donc payer une full, paiement en une fois. Et voilà. C'est un petit peu ma vision. Après, pour le coaching business, du coup, je sais qu'il y a Alexandre, il y a Loïc qui sont dedans aussi dans le live. Euh, j'ai pas assez d'avis, j'ai pas assez de recul dessus, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un petit peu la même chose. Après, le truc, c'est que l'avantage du... Bah si, il y a aussi Gilles, je sais pas si t'es encore dans le live. Mais du coup, enfin, le coaching business, l'avantage, c'est que vous échangez de l'argent contre de l'argent. Donc, tant que vous vendez pas n'importe quoi et que les personnes sont gagnantes derrière, ils vont voir qu'ils sont quand même gagnants. Si vous lui rapportez 10 000 euros et qu'il a payé ça 5 000 euros, bah, il va quand même payer 5 000 euros parce qu'il gagne 5 000 dans l'histoire minimum. C'est un petit peu la logique. Donc là-dessus, je me fais moins de soucis pour le coaching business. Mais par contre, pour le coaching business, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a encore une fois 1 milliard de concurrence en plus. Et voilà, c'est à prendre en compte tout simplement. Donc, donc voilà un petit peu ma vision.